Donc, si je résume, le C-130 est une machine extraordinaire. Affirmatif. Le DC-4 est formidable. Ferme. Le Bronco est génial. Oui. Le Tracker est super. Il y a un avion que t'as pas aimé? Non, en fait, non. Waouh, debout là-dedans. Je suis super content de te recevoir à la maison, super content de pouvoir parler de toi, de ton job, de ton histoire. Je vous présente donc mon invité, Jérôme Laval. Jérôme est français, d'origine française. Tu es pilote au Cal Fire, c'est-à-dire que tu es pilote de tracker, bombardier d'eau en Californie. Tu es de toute façon pilote de bombardier d'eau depuis 1996, c'est ça? C'est ça. Tu as 9000 heures Ouais. de vol Dans ces eaux-là. et à peu près combien de largages maintenant? 6000 par là. Aux alentours de 6000 largages. Alors, Quand on est. On compte on moins. compte pas. Donc, en fait, tu fais ta. Alors, attends, 96, t'es ta 28e saison. C'est ça. Mesdames et messieurs, 28 saisons, Alors, feu de forêt, Ça vous passe vite. Alors, la silhouette s'épaissit, mais le jugement s'affine. C'est ça, Voilà, là. ok, on va dire ça comme ça. Bah, écoute. Bon, effectivement, je dis bonjour à quelques amis qui sont sur le chat. Alors, bonjour Era Aviation, bonjour Enzo, Franck May, coucou Franck, Stylescu, bah écoute, content de t'avoir aussi, tu as sans doute beaucoup de remarques, parce qu'en fait, Cyril, tu l'as rencontré en 2000. Alors, Ouais. je fais une aparté sur la rencontre avec Cyril. Je suis à Fresno sur le Tanker 64, qui est un C-130. Un pompier, moi j'étais dans le cockpit, je sais pas ce que je faisais dans le cockpit, mais bon, le pompier tape à la porte. Il dit, oui, on a des invités, ils voudraient visiter le C-130. Je dis, ben, fais-les monter. Et Cyril monte, et il s'adresse à moi en anglais, avec son anglais, avec l'accent très français. Hello. Et là, je lui ai fait tourner en bruit. But you're French. Il était très surpris, et notre amitié a commencé là. Ouais. Je l'ai fait visiter, on s'est revus à Paris. Après, on a fait avec Fred, Cyril, Franck, une newsletter qui a duré 10 ans, 40 numéros, et qui était une vraie réussite, qui aujourd'hui a donné envie à certains pilotes que maintenant je vois qui ont été embauchés par Cal Fire, et qui me disent oui, je suis rentré parce que ça m'a intéressé grâce à la newsletter. Donc, le pilote de l'Ovidis Bronco de ta base de Santa Rosa Oui, s'est intéressé au feu de forêt parce qu'il a lu nos newsletters. c'est ça. À nous. Ouais. Pilote de Falcon Falcon 20, Falcon Coast 20 au Guard, Coast Guard et qui a intégré le Cal Fire. le Guardian, enfin, qui a intégré Cal Fire, et après il est passé par le Forest Service, etc. Mais bon, en gros, l'intérêt pour les feux a commencé comme ça. Les numéros du CFPA sont toujours en ligne. Si vous allez sur mon blog 0927, il y a le lien vers l'ensemble des numéros qu'on a fait. C'était des PDF, ils sont en accès libre. C'est 10 ans d'histoire de l'aviation anti-feu de forêt aux États-Unis, sous l'égide de Jérôme qui faisait le rédacteur en chef, je faisais le rédacteur en chef adjoint, Franck faisait la relecture, parfois le traducteur, et Cyril faisait la mise en page jusqu'au moment où Philippe est entré dans l'équipe. Et on a fait ça pendant 10 ans. Et oui, alors C'est beaucoup de boulot, et puis au bout d'un moment, chacun avait des jobs un peu plus prenants, et donc on a décidé d'arrêter. Le truc, c'est que maintenant, en fait, le CFPA comptait là-dessus pour se faire connaître. Maintenant, c'est passé à Instagram. N'empêche, ça fait plaisir de se dire que ce qu'on a écrit, ce qu'on a fait, finalement, ça a conduit quelqu'un à Santa Rosa et D'autres. Et Au moins faire découvrir aux autres un milieu particulier, une mission particulière. c'est un job particulier, oui. Alors, on va parler évidemment d'aviation, feu de forêt. C'est un sujet aéronautique important pour moi. En tout cas, c'est un sujet qui me passionne. Le fait d'avoir été confronté à des gens qui sont dans le milieu comme toi, d'avoir pu à 2 occasions visiter toutes les bases du Cal Fire en Californie au cours de 2 voyages, tu nous avais bien ouvert les portes. Le fait que tu sois là, ici, pour nous en parler, je goûte ce moment. Et donc d'habitude, un lâcher solo, ça dure 1 heure. Là, je sais pas quand est-ce que... Là, je vous le dis franco. Justement, à nos amis qui nous écoutent, si un jour vous allez en Californie et si vous voulez visiter les bases, Il faut sonner, c'est tout. il faut sonner, il n'y a pas de badge ou pour pas aller à la gendarmerie, vous allez direct et en fait vous aurez une visite orientée par les pilotes ou les pompiers sans problème. En fait, ça s'explique de la façon suivante, comme c'est des bases qui sont pas centralisées, on va avoir une carte tout à l'heure, vous êtes éparpillés sur toute la Californie, c'est des petites équipes, et comme les petites équipes ont plus d'autonomie, c'est plus facile pour vous d'accueillir quelqu'un qui vient. Tout à fait. D'ailleurs, j'en accueille régulièrement des gens européens, ils viennent d'Hollande, ils débarquent et ils sont très étonnés que ce soit ouvert à tout.
Je vois que Franck a une bonne remarque en disant Déjà, ça aussi, les newsletters aussi beaucoup corrigé les idées reçues. curieusement, les gens te croient mieux quand tu les renvoies vers ton propre article, vers un webzine en anglais, que quand tu écris toi-même sur un réseau social. C'est pas faux. C'est vrai qu'il y avait un travail de. Et ce qu'on va continuer d'ailleurs là, parce qu'on va vous expliquer comment ça fonctionne un petit peu aux États-Unis. C'est une manière de procéder, de lutter contre les feux qui est sensiblement différente de ce qu'on peut connaître en Europe et particulièrement en France, structurellement, économiquement, même en termes de matériel. Malgré tout, on va voir les similitudes Tout à fait. aussi. On va quand même revenir dans un premier temps sur ton parcours parce que devenir pilote de feu de forêt, c'est pas quelque chose qui se fait totalement par hasard. Il y a une démarche. Et c'est surtout un milieu dans lequel on ne forme pas un pilote ab initio, on emploie des pilotes qui sont déjà formés, qui arrivent avec des expériences plus ou moins importantes, mais qui sont déjà qualifiés. Toi, tu as été formé par l'armée de l'air française, mais tu n'es pas resté dans l'armée de l'air parce que c'était une mauvaise période. Après l'armée, j'ai bien galéré. C'est-à-dire que c'est des périodes très difficiles. Pour moi, c'était des périodes très difficiles. Et après, j'ai raccroché les branches en faisant du jet d'affaires qui m'a emmené dans différents boulots, les îles, tour du monde en 727, etc. Bon, en gros, l'armée, bon, terminé très vite, t'arrêtes, on n'en parle pas très bon souvenir. Ça fait partie de ton parcours. Ceci dit, c'est formateur, hein. Genre de mauvaise expérience, ça te permet de savoir vers ce quoi tu veux tendre après. Oui, et surtout ce que tu veux plus. Voilà. Et comme beaucoup de pilotes, à ce moment-là, en plus, on est dans quelle période? C'est le début des années 90. Ouais. Donc, il y a eu la crise de la guerre du Golfe. Le transport aérien est pas en très très grande Non, forme. c'était la crise de partout. La crise. Donc, il faut trouver de quoi bouffer. Donc, toi, tu arrives à trouver un créneau dans l'aviation d'affaires. Ouais, aviation d'affaires, donc banque d'affaires qui avait acheté des citations. Fait citation 1, du 2, du 3. Voilà. Mais évidemment, copilote, pas payé, peu payé, que des embrouilles. Un copain m'appelle, me dit ouais, va au Bourget, il y a quelqu'un qui cherche un copilote. Je le pointe au Bourget et je rencontre un capitaine qui est toujours un très bon copain. Et qui me dit, ben voilà, là on va à Beyrouth. Je dis, très bien. Et c'est quoi? Bah 727. Bah pas de problème. Donc je suis monté, voilà, et on est allé à Beyrouth, puis on est revenu 3 mois après. Parce que de Beyrouth, Beyrouth, on est allé en Thaïlande, puis machin, puis Hawaï, puis revenu. Voilà, on a fait le tour du monde 3 fois, je crois, 2 fois. avec un 727, Voilà. qui est quand même un avion vachement. Voilà, privé, tout ça. Bon. Et voilà, donc après des embrouilles, parce qu'évidemment, ben, on ne peut pas payer. C'est toujours des histoires pas possibles. Et si j'ai un message pour les jeunes pilotes qui galèrent, c'est que la passion, en fait, permet de, de souffrir en silence et d'espérer mieux. Et que parfois, enfin, dans mon cas, ça a été mon cas, ça finit par arriver. Mais il faut jamais lâcher le morceau. Il faut tenir le cap jusqu'à ce que ça arrive. Et c'est facile à dire maintenant. Ouais. Mais Sur quand le tu le moment, vis, c'est pas drôle. Là, tu vois, il y a la zone aéro qui nous fait un petit bonsoir rapide. La zone aéro, c'est des gens qui ont une émission aussi sur Twitch comme nous. Ce D'accord. sont des gens qui sont aussi dans le civil, instructeurs dans des écoles de D'accord, pilotage, et qui connaissent toutes ces histoires de galères, mais ça, c'est sûr. d'entreprises qui se pètent la gueule, etc. Et C'est c'est vrai facile. C'est un milieu difficile, l'aviation. l'aviation est un beau milieu, il y a des gens extraordinaires et il y a des entreprises pas fiables, il y a des histoires difficiles et puis il y a des fois des histoires exceptionnelles, quasiment uniques. La tienne, elle est particulière parce que des Français qui luttent contre les feux aux Ouais. États-Unis, vous êtes deux. Ouais. Il y a toi et il y a Anne. Anne, ouais. Mais alors, elle est arrivée aux États-Unis par un autre. Elle s'est mariée avec un Américain. Et Mais pareil, elle a été Ah, bah oui, pilote dans les scénic flights autour du Grand Canyon. C'est Ouais, tout à quelqu'un fait. qui a galéré aussi Ouais, avant de tout à rentrer fait. dans le feu de forêt. Ça fait d'ailleurs, elle prend sa retraite là cette année. Donc tu fais de l'aviation d'affaires, tu fais des tours du monde, tu vas voler aux Antilles, tu poses des Beech 90 sur des pistes de montagne, Oui, tu fais mais des trucs un peu Ah délirants. ben, c'est une époque où je sais pas si j'ai demandé aucune permission à personne. Les autorisations, c'est quand on se fait choper, mais c'est voler pour essayer de gagner 3 sous, pour essayer de survivre encore un mois et survivre. Petits boulots. En fait, c'est des petits Ah boulots. bah c'est des petits boulots et elle avait aucune certitude. À tel point que dans ma famille, j'ai des gens qui me disaient mais arrête, c'est un rêve, tu n'y arriveras jamais. Et en fait, c'est toute la difficulté de dire mais en fait si, je vais y arriver. Et je crois en ma propre petite étoile. Elle n'est pas grosse mais j'y crois. Donc pour commencer sur les feux de forêt, donc je me retrouve avec
ma copine qui est venue après mon épouse aux États-Unis en 95. Et là, j'achète une petite voiture et je fais le tour de tous les États parce que j'avais repéré que les feux de forêt, c'était des contrats aux États-Unis avec des sociétés privées. Tu es pilote d'aviation d'affaires à ce moment-là, tu es dans des petits boulots, mais cette orientation vers le feu de forêt, il n'arrive pas comme ça. Il y a une démarche quelque part. Alors, pour revenir au tout début, gamin, j'allais en Corse. Et donc, en Corse, du côté de Calvi, la Ça Révélate, crame. ça crame. Et la Révélate, d'ailleurs, et la Révélate, je voyais les Canadaires. Et je pense que ça a beaucoup C'est un influencé. marqueur. Je me suis dit, ça me plaît vraiment. Quitte à être aviateur, Parce autant avoir. T'es un pilote de mission. Parce que à un moment, est-ce que tu t'es pas posé la question, est-ce que je vais pas faire pilote de ligne? Ben, en fait, non, Jamais. jamais. Ce qui m'intéressait, c'est le côté mission. C'est-à-dire le côté utile. C'est en fait l'avion, tu t'en sers comme un outil. Mais emmener des pilotes, des passagers d'un point A à un C'est point B bien. ou emmener Ah, du mais- fret, c'est une mission. C'est tout à fait. Et je le reconnais. Et j'admire d'ailleurs. Chacun sa carrière, chacun ses envies, chacun. Et j'ai des très bons copains que je salue, qui sont pilotes de ligne, que ce soit à terre, Boeing ou Airbus ou autre. Bravo. Mais ça m'a jamais attiré ça. Pilote de mission. Ouais. Donc, travail aérien, aviation Ça. d'affaires, Ouais. quelque part, hein, c'est Ouais. un peu ça. Et donc, à un moment, tu prends ta petite voiture et tu vas faire le tour des boîtes parce que tu te dis, bah, c'est ça que je veux faire. En fait, j'avais 10 adresses. Avec 10 chefs pilotes, je prends ma petite voiture et je fais le tour des États-Unis, parce qu'ils sont dans le Wyoming, en Colorado, dans l'Arizona. Je fais le tour et tous me disent, bah, merci, c'est bien d'être passé, donner votre CV, mais en fait, on a déjà nos équipages. Le premier, le deuxième. T'as quelle saison? Ça t'arrange juste en C'est- amont de saison? ou- C'était en décembre. Ah oui, d'accord. Donc, Bon, c'était ouais. OK, mais c'est pour l'année prochaine. Bah oui. Voilà. Et donc, le dernier, en Arizona, regarde à peine mon CV, il met Do you speak French? Je dis, mais je suis français. Mais t'as déjà fait du Hercule? Je fais non, mais bah, monte. Donc, je me voilà copilote, il décolle. Il me dit, tu veux décoller? Je dis, bah ouais, bah, écoute, moi je suis instructeur. Il dit, on décolle, on fait un tour, tu veux le. Enfin, il fait deux, trois virages. Bon, ok, très bien. Tu veux le poser? Bah, ouais. Et bref, on se pose et il me dit, bah, je te prends. Il t'a fait faire un tour Elle m'a avec le fait faire un tour C130 et et dit, je te prends. Donc, rendez-vous alors l'année prochaine, puisqu'on est en décembre 96, pour aller à Marseille. c'est ça qui l'intéressait. C'est ça T'étais qui l'intéressait. français Oui. et t'avais la dextérité qui te permettait de le faire. Bah, au moins, je pour lui, il disait, voilà un gars qui parle français. Parce qu'il en avait besoin Et oui. pour un truc tout bête qui est ce que je vous ai mis à l'écran. Ça, c'est un C-130 américain et la photo, elle est prise à Marignane. C'est le N116 Tango Golf qui porte le numéro 30 sur la dérive, mais qui est très connu. Alors, je ne sais pas si on le voit à l'écran en entier, C'est parce qu'il y a 84. En fait, sur la dérive, il porte là le numéro 30, mais en fait, il a porté le numéro 82, le fameux. Alors, je ne sais pas, Hercule 82. Hercule 82, il y avait une petite. On nous appelait Hercule 82 à l'époque, et puis D'accord. après c'est devenu Pélican. En 1990, la sécurité civile a largué ses DC-6, a besoin de bombardiers d'eau lourds, il n'y en a pas sur le marché, donc il passe par une société privée française qui loue des C-130 à des compagnies américaines, puisqu'à ce moment-là, le C-130 est l'avion, le tanker lourd Tout à fait. américain. Et donc, il y a 2 C-130 Hercule qui viennent à Marignane juste pour la saison. Hein, c'est juin-septembre, quelque chose comme ça. Ouais, c'est 90 jours. Le contrat était très court, juin à début septembre. On part de l'Arizona. Ah, tu l'as convoyé. Ouais, D'accord. envoyé, et voilà. Et puis après, bah, on fait la saison. Donc on a été 3 équipages pour 2 avions. 2 jours on, 2 jours en stand-by, à 1 heure de distance, ou en tout cas, puis 2 jours off. Voilà, ça se passe très bien. Et voilà, j'ai fait mon premier largage avec un capitaine qui allait devenir aussi un de mes mentors, mais Pat Leroux, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, qui a Allez, il y a quel âge? 93. 93 ans. T'as des nouvelles encore? Je passe le voir en temps à Arizona. Donc, Pat Leroux te fait faire le test et te dit, bon, je te signe ton contrat, on va en France, tu arrives à Marignane, tu fais le convoyage, et là, donc je retrouve à la sécurité civile certains militaires que je connaissais. Voilà, et c'est ma première saison. Et je me retrouve au fin fond d'une vallée en Corse avec un petit feu, je me rappelle. Et Pat emmène le C-130 et le dépose. Et un largage superbe.
il met les gaz, il me regarde, fait fun job. J'ai fait, fun job, mais c'est du délire. Il avait les ailes qui étaient au ras je dis, mais c'est pas possible. Et en fait, j'étais tellement admiratif de cette dextérité, de cette savoir-faire. Ça m'a conforté. Je dis, mais il faut absolument que c'est mon truc, ça va devenir mon truc. Voilà. Donc ça, c'est ton premier largage. Ouais. Patte le roue aux commandes. Toi, t'es à droite. Ouais, Tu as déjà copilote. Tu as une expérience sur C130 qui n'est pas encore extraordinaire. Non, plus de convoyage. Mais voilà. Et là, tu as... Ben là, j'ai la révélation. Ouais. Et je me dis, mais c'est surtout que c'est une telle dextérité d'emmener un avion au milieu du relief, etc., que c'est quand même magnifique. Alors, on peut emmener des avions, sauf que les avions de transport, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. surtout le C130. C130, avion lourd, hein. ouais, ou les autres. Et c'est là où, en fait, il y a un truc à dire. C'est-à-dire, par exemple, les avions de chasse, ils font beaucoup de vols droit du sol, mais ils ont beaucoup d'énergie. Parce qu'ils sont à 400, 500, peu importe le Pousse degré, derrière. mais ça pousse. Donc, si tu tires sur le manche, ça monte, ça monte. C130, tracker ou autre, il y a des fois où ça monte pas terrible. Donc, en fait, Chaleur, altitude, ouais, puissance. l'altitude. Donc, bref, on se retrouve dans des problématiques compliquées. Et là, maintenant, je le vois en tant qu'instructeur. J'enseigne comment aborder le problème. Et surtout, avoir toujours la solution. À trouver des solutions. Mais donc, on peut parler de révélation, de coup de foudre. Ah ouais, là, je me suis dit, c'est mon truc, ça va être mon truc, ça. Encore, c'est un C130. Alors là, c'est pareil, moi, c'est pas une question de type d'avion ou de taille d'avion, c'est une question d'expérience de l'équipage. Bien. Bah, C'est-à-dire qu'un équipage connaît son avion, c'est que, bon, là, je peux y aller. mais bien sûr. Là, j'y vais pas, ou j'y vais autrement. Bien sûr. Voire même, je prends un peu plus de hauteur pour le largage, etc. Une question d'expérience sur les feux de forêt. Pas une question de taille d'avion. Quand tu rentres le soir, au bar. Deuxième coup de foudre avec mon Captain Pat, qui est vraiment un mec extraordinaire. Il me dit, et alors, ça t'a plu? Alors, je dis, demain, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je dis, on est dans les feux, on fonce dans les canyons. Moi, je vibrais. Enfin, un truc qui, après toutes ces années de doute, je découvrais ce que j'aimais faire. Non, c'est pas ça qu'on fait. On va piloter l'avion, respecter la checklist. Ouais, mais non, en fait, c'est pas ça qu'on fera demain. Qu'est-ce qu'on fait demain? Et demain, rendez-vous à la même heure ici au bar, point vert. Et si on fait ça, c'est qu'on a fait tout le reste correctement. Et là, pour moi, deuxième lumière. Et effectivement, parce que les pilotes, on a ce côté où on aime faire les choses bien. On est exigeant envers soi-même. Et il n'y a pas besoin de botter le cul. On a envie de faire bien. Donc, en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est être sûr de revenir et être sûr de fêter ça pour sa famille, pour ses copains et pour soi-même. Donc, première leçon, le C130 dans le relief, c'est fun. Ouais. Deuxième leçon, l'objectif de la journée, c'est d'aller boire une bière. Et l'objectif, c'est d'aller boire une bière avec le travail fait. Avec le travail fait. Voilà. Et ça, effectivement, quand tu commences avec un personnage comme ça, comme mentor, oui, ça met les choses en perspective quand même. Tout à fait, parce qu'en fait, mais évidemment qu'il a raison. Évidemment qu'on va le faire le mieux possible, ce travail, parce que c'est un travail d'orfèvre, parce que c'est un travail qui demande de la rigueur, vraiment être au top de ce que tu peux faire à chaque moment, à chaque seconde. C'est ce que j'essaye de voir, si mes élèves comprennent ça. Et en fait, c'est ce que je pousse. C'est une attitude de l'exigence, une attitude de toujours avoir des critiques très dures envers soi-même. Jamais accepter l'excuse, jamais. Avec toujours la possibilité de dire non, là j'y vais pas. Tout à fait. Ça fait partie des options. Mais ça veut dire qu'on a réfléchi à toutes les options. Et là, on se dit, mais en fait, là, je peux pas le faire. J'y vais pas. Mais ça, c'est la sagesse. Mais quand on dit j'y vais pas, proposer une autre solution. C'est-à-dire dire, bon, ce largage, je peux pas le faire. Pour X raison, je peux pas le faire. Par contre, je propose celui-là. Parce que là, ça veut dire qu'on apporte quelque chose. Tu fais ta saison en France, donc 90 jours de contrat, c'est ça? 90 jours. 90 jours de contrat, 250 heures de vol, quelque chose comme ça. J'avais volé pas mal, peut-être un peu moins, 200, je sais plus. La saison 96, elle n'est pas extraordinaire, je ne crois pas qu'il y ait énormément de feu. Moyenne. Et surtout, il y a un truc qui se passe à la saison 96, c'est qu'en 97, il y a dissolution de l'Assemblée, changement de gouvernement, et
il n'y a pas de renouvellement du contrat Tout à pour fait. l'année suivante du C-130. Ça veut dire que toi, tu es en contrat saisonnier, tu rentres aux États-Unis en septembre avec l'avion et on te dit bonnes vacances. Et il se passe quoi pour toi après? Ah ben là, c'est là où j'ai retrouvé quelques petits boulots pour cette année 97 qui reste pas non plus une grande année pour moi. Par contre, Pat me dit en cours de saison, il dit, mais tu sais, moi, je vais bosser pour une boîte qui a des 630 en Californie. On a un contrat avec le Forest Service. Et donc, j'aimerais bien que tu sois mon copilote. Là, tu travaillais, tu étais avec Pat Ouais. et mécanicien navigant pour une société qui s'appelait TNG. Donc, en fait, en France, tu es chez TNG, Ouais. c'est ça. Pat arrête à qui TNG, Ouais. va chez TBM. Ouais. euh, Dans le sud de la Californie. Voilà, et il te dit, je te Il m'a prends dit, comme mais moi, copilote, je te garde. t'as fait l'affaire, j'aimerais bien te garder. C'est là que j'ai commencé avec TBM et qui je suis resté un paquet d'années. Tu es pris comme copilote, tu fais la saison 97 chez TBM. TBM, alors... Tu étais déjà sur celui-là? Ouais, j'ai toujours été sur le 64. Ça, c'est un truc un peu fondamental. Ça, c'est la vieille peinture. Alors, ouais, ça, c'est le C130 Tanker 64, c'est sa première saison. C'est ça. Alors, c'est une photo qui date, je sais plus la date, si, juillet 90, donc bien avant que tu rentres dans la boîte, qui est prise par Peter P. Lewis. Peter, c'était un ami de René Francillon, Ah oui. qui était photographe spotter, qui a fait des bouquins et qui avait photographié cet avion donc, lors de sa première saison en 90. Ils avaient fait la première saison, l'avion venait d'être converti tanker et ils n'avaient pas repeint pour la première saison, mais après l'avion a changé de couleur. Toi, tu l'as plus connu comme ça. Bah, je l'ai connu que comme ça. C'est peut-être ma photo, ça. Donc là, c'était sa place à Fresno sur le pic numéro 2. Voilà. Donc ça, c'était l'avion que j'ai piloté pendant un paquet de saisons. Alors, et à droite, et après à gauche en tant que capitaine, et après être qualifié largueur. le fonctionnement des feux de forêt aux États-Unis est très différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de flotte nationale, il n'y a pas d'équivalent de la sécurité civile. Il y a un organisme qui s'appelle l'US Forest Service, qui n'a pas Fédéral. d'avion, qui est fédéral, et qui donc loue des appareils Tout à fait. à des compagnies qui ont ces avions-là. TBM était une société Il y avait 10 boîtes, en gros, qui était en contrat, qui est en contrat avec le Forest Service. Alors, c'est tellement spécialisé qu'il n'y a pas tant de boîtes que ça. C'est toujours un peu les mêmes, même si ça a évolué les dernières années. Mais il y avait 10 boîtes. TBM était une des boîtes pionniers, en fait, des années 80. Ils ont commencé, ils avaient des P-17, ils avaient des TBM, l'avion TBM. Je crois que le nom, il vient du TBM Voilà. Avenger. TBM Avenger, ils avaient des B-17. Après, ils ont eu des DC-4, DC-7, DC-6, qu'ils avaient toujours d'ailleurs, parce que après, j'ai piloté le DC-4 pour eux. Et en fait, donc il y avait une dizaine de boîtes qui avaient chacun des avions différents. Il y avait une boîte qui s'appelait Neptune, qui avait des P2 Neptune. Une boîte qui s'appelait Aero Union, qui avait des P3. Et donc, tous les étés, l'US Forest Service disait, bon ben voilà, pour la saison, on vous donne tant de dizaines de milliers de dollars, vous nous mettez les avions en disposition avec les équipages. Mais ça se passe comment? On vous dit, bon, bah, vous êtes à Fresno, vous restez à tourner à Fresno, il y a un feu. Comment ça se passe? Alors, ça se passe qu'en fait, tu es un asset national, un moyen national. Et donc, moi, ça m'est arrivé, décollage, vous allez en Floride. OK. D'accord. Vous êtes outil fédéral. Outil fédéral. Donc, en fait, on peut aller n'importe où. Donc, moi, j'ai fait pratiquement tous les États des États-Unis. Tu es largué dans tous les États. Pratiquement. État de Washington, Ouais. les Caroline. Je suis largué à 50 nautiques de la Maison Blanche. J'ai largué oui. sur le Mont Rushmore. J'ai largué dans pratiquement tous les États des États-Unis. Les saisons feu, elles s'étalent sur toute l'année. Tout à fait. Alors là, le contrat, c'était à peu près 5 mois par an. Et les boîtes avaient des contrats de 3 ans pour leur flotte, qui n'étaient pas suffisants. C'est-à-dire qu'ils se battaient pour des contrats plus longs. C'est toujours tout le problème. C'est-à-dire qu'en fait, il faut des contrats d'au moins 5 ans pour que ce soit... Ouais, là, vous aviez que des contrats de 3 ans. 3 ans, donc ça tirait un peu le... Déjà par là. Mais oui, c'était étonnant d'aller... Bon, vous allez là, vous allez dans le Wyoming, après vous allez dans le Minnesota. Sur un pur plan logistique. Bon, ok, t'es pilote, t'as un avion, très bien. On te dit tu vas en Floride. Tu vas en Floride, mais t'as une piole en Californie, tu dors où? Hôtel.
ta saison, là, j'ai passé T'as ta valise, en fait, dans l'avion. Effectivement, j'avais la valise à l'arrière du C-130, là, et on se posait et on réserve, enfin, ils nous réservaient les hôtels, des petits hôtels, les motels, les machins. Et donc, bon, bah voilà, on t'a envoyé en Floride, mais le lendemain, tu peux être à l'autre bout, dans le Wyoming, et ainsi de suite. Ah bah Et ouais. tout l'été, tu vas Ouais. circuler comme ça. Et en fait, c'est ça la difficulté, c'est que tu as une vie, tu n'as pas de Social. Non. Et en plus, le planning, c'est 6 jours on, donc 6 jours et 1 jour off. Mais le jour off, il est à l'hôtel, alors. Bah, le jour off, moi j'ai passé des jours off On va dormir à l'hôtel. fin fond de je sais pas où, dans des plaids. Autre corollaire de ce mode de fonctionnement, c'est il faut que l'équipage soit plus qu'un équipage, il faut que ce soit une symbiose. Alors, Sinon, c'est j'ai eu la chance, et ça, dans la vie, il faut quand même avoir de la chance. J'ai eu la chance de rencontrer Pat, et j'ai eu la chance de rencontrer Marc, qui était le flight engineer, l'ancien de la Navy, qui avait des C-130, et une remarque intéressante. Et qui étaient des hommes extraordinaires. Voilà. Donc, Pat à droite et Marc à gauche. Et en fait, on a une symbiose qui fait que pendant toutes ces années, jamais un mot au-dessus de l'autre, toujours une bonne ambiance dans le cockpit. Franchement, j'ai des souvenirs. Voilà. Moi, j'étais considéré comme le genou, mais en fait, avec deux anciens qui me. Vous étiez que tous les trois. Tous les trois. Bah, c'était nous, et puis contre le reste du monde. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé le 64 dans le Colorado, bah, on se retrouvait dans le Colorado. Et dans le Colorado, on y passait 2 semaines, et puis à coup, on partait dans l'Idaho, le Nebraska. Il y a des équipages comme ça se passait pas. Comment ils faisaient ça? Ben, en fait, on était tous un peu, on se retrouvait, ça devient un peu une espèce de Secte. ouais, c'est-à-dire qu'en fait, comme on est tous à la merci du Forest Service, qui a des feux par-ci par-là, on se retrouve, bon ben vous, on vous envoie là, ben, on voyait les mecs, puis on les voyait plus pendant un mois, puis on les voyait sur d'autres feux, voilà. Donc il y avait une ambiance sympa, très sympa. Mais des équipages dans lesquels l'osmose se faisait pas. Alors, j'imagine qu'il y en a eu, mais dans ce métier, ça dure pas longtemps. Ah. C'est-à-dire que soit le capitaine est impossible et le copilote il finit par partir, soit. Mais en général, moi j'ai eu des retours, c'est que c'était une super ambiance, avec des gens super. Alors, ce qui était très difficile, c'est la vie. Bah oui. T'as pas de vie de famille. pas de- Enfin, si t'as une copine, tu la vois jamais. Je peux dire que oui, c'était compliqué. Donc, ça, c'est difficile. Mais en tant que pilote, par contre, je me suis régalé. Tu es allé larguer dans des endroits hallucinants. Tu m'avais raconté ouais. que tu avais fait le Grand Canyon. Grand Canyon, le parc Yosemite, j'ai fait des trucs. Voilà, j'ai fait des trucs très drôles, très sympas. J'ai vu qu'il y avait une remarque très intéressante de Cyril. Oui, Tu parles du bouton spécial PAD du T64. Alors, c'est quoi ça? Non, le panneau handicapé. Ah, le panneau. Ben, en J'ai fait, pas la photo. Alors, oui, parce que Pat avait un petit problème de genou, donc il avait tendance à boiter. Et donc, on avait tourné un panneau parking handicapé, et on l'avait mis dans une des fenêtres du C130. Et en fait, c'était l'excuse pour avoir toujours le point de parking le plus proche. Voilà. Bon, il y avait ça aussi, quand Ouais, il y même. avait ça aussi. Donc, ça, Alors, ça, c'est quoi ça? The French Connection. French Connection. Ben, pourquoi le French Connection? Eh ben parce que Pat s'appelle Leroux, donc ancêtre français. Marc s'appelait Marc Hughes, et ancêtre français. Et moi, donc, Ouais, toi aussi. en fait, on était à la French Connection. Il faut savoir qu'en fait, on est un peu comme des gitans, on se balade, on fait les feux. Des bohémiens de Des l'aérien. bohémiens de l'aérien. Ça peut prêter à sourire, et même ça peut être hors sujet, mais en fait, quand on fait des jobs comme ça, à un moment donné, il faut toujours trouver une petite dérive un peu marrante. Vous êtes des pilotes saisonniers, c'est-à-dire que vous commencez à bosser début juin, vous arrêtez Ouais. fin septembre, vous gagnez assez d'argent pour vivre le reste de l'année ou... Là, copilote et après captain, ça allait mieux, mais c'était un peu dur. Donc, quand je rentrais en France, je vais trouver un boulot, parce que je faisais des allers-retours, à Flight Safety au Bourget. Ah, oui. Comme j'avais fait du Falcon 20, j'ai commencé comme instructeur Falcon 20. Puis après, j'ai fait un peu de Falcon 50, donc un peu de Falcon 50 aussi. Ce qui m'a bien aussi. C'était une expérience très intéressante d'être instructeur de ces machines, à la fois très technique, mais surtout voir différents équipages, différentes cultures de l'aviation. Parce que j'avais tout le monde. J'avais des Russes, des Allemands, des Français, des Belges. T'avais 2 jobs. J'avais 2 jobs. J'avais un job d'hiver, un job d'été. Donc en fait, c'est des métiers de saisonniers. Donc il faut... C'est-à-dire que quand ça s'arrête, vous n'êtes pas payé toute l'année. Bah non, la chèque s'arrête aussi. Voilà, donc fin de saison, merci, au revoir. À l'année prochaine. À l'année prochaine. On compte sur toi l'année prochaine. D'accord. Mais en attendant,
bonne chance pour l'hiver. On va le dire, tu considères le C-50 comme un des meilleurs avions bombardiers d'eau. En partie. Enfin, l'avion est extraordinaire, mais en partie grâce à son système de largage qu'on voit sur l'écran, qui est le système RADS, qui est probablement, enfin même j'en suis sûr, qui est le meilleur système de largage pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'empreinte au sol du retardant, donc au sol, est la plus homogène. Et là, nous, on larguait 3000 gallons. 3000 gallons, ça fait 11 600 litres, En gros, allez, 12. 12 000 litres, quoi. 12 tonnes. Les prochains Cal Fire, on en parlera, eux, ça c'était un C130A. Eux, ils vont avoir des H, ils vont emmener 4000 gallons. Alors après, on peut rentrer dans le technique, mais en fait, vaut mieux emmener un tout petit peu moins, mais que ce soit pas trop difficile pour l'avion, pour les ailes, machin. On visait la longévité de l'avion et emmener un peu moins. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Et ce système de largage est absolument extraordinaire. Ça permet de faire on voit bien là, sur la photo, on imagine la trace au sol, elle est bien homogène, Elle est bien compacte. elle est bien compacte. Et il n'y a pas de. C'est un système constant flow. En fait, il n'y a que deux portes qui s'ouvrent et qui adaptent l'ouverture En fonction de ce que le pilote demande. Exactement. Donc le taux de couverture, il y a la quantité. Donc là, admettons que c'est 12 tonnes, plus le taux de couverture. En fait, le taux de couverture, c'est en fonction de la végétation. Donc, alors, en fonction de la végétation, si c'est de l'herbe rase, tu vas pas larguer de la même manière. Enfin, tu vas pas demander la même chose à la soute que si c'est des arbres hauts. Voilà. Donc tu largues, on va dire, les chiffres, ça va de 1 à 8. 1, 2, 3, c'est pour l'herbe ou la petite végétation. Donc c'est une densité au sol relativement faible. Il y a quelques gallons Alors, c'est par 1 gallon par 100 mètres carrés. D'accord. Par 100 pieds carrés. 5 pieds. Voilà. Et la couverture 3, 4, ce sera pour la broussaille, le maquis. Et au-delà, c'est plus les grands arbres. Et là, on a une ouverture en grand parce qu'il faut que ça tombe, que ça pleuve vraiment. Exactement. Par contre, la longueur ne sera pas la même. Sera pas. Donc, si on largue sur une herbe, sur de l'herbe, ce sera un tracé long et fin, on va dire. En revanche, si c'est sur des grands arbres ou si c'est sur du maquis, ce sera court et en gros, l'empreinte sera très différente. On va être très clair, vous ne larguez pas d'eau, vous larguez du retardant. Ça, c'est très important. Très important. Alors, c'est pas que aux États-Unis, c'est une question, et en France d'ailleurs, c'est une question de culture. C'est-à-dire que pourquoi on n'a pas de Canadair ou très peu aux États-Unis? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hélicoptères. Et les hélicoptères, ils larguent de l'eau. Et donc, en fait, ils ont un peu remplacé, avant même que les Canadair arrivent, l'idée d'avoir des Canadair. En fait, il y a deux modes d'action. On attaque les flammes directement à l'eau et on pose des barrières au retardant. Alors, le retardant, c'est pour empêcher la propagation. Donc, on largue devant le front de flamme. Et en fait, l'objectif, c'est d'arrêter la propagation du feu. L'eau, c'est pour l'éteindre ou le noyer. C'est pour ça que je dis toujours, c'est complémentaire. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. C'est complémentaire. Donc, l'idée du retardant, c'est d'entourer la végétation devant, ce qui fait que le feu s'arrête, il est contenu, et après, on peut l'éteindre. Donc, ces avions lourds ont un rôle un peu défensif quelque part. Presque défensif. Parce que vous ne larguez pas sur la ligne de flamme, vous larguez un petit peu en amont. Ouais, alors, il y a 10 mètres devant. Oui. La végétation est encore intacte. Et en fait, le feu, les flammes, quand elles arrivent dessus, elles ont du mal. La pyrolyse ne se fait pas. Donc, la mise à feu ne se fait pas. À cause de ce produit. Alors, c'est un produit chimique qui est formulé spécialement pour cette mission-là. En gros, c'est une espèce d'engrais quelque part, quand même. C'est un peu irritant pour l'homme. Je crois qu'il y a des protections à avoir. Et c'est pas un polluant. C'est pas un polluant, sauf qu'il ne faut pas en mettre dans l'eau, dans les cours d'eau, parce que là, les poissons, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ouais, ça, c'est tu mets du shampoing aussi, ils n'aiment pas non plus. On est d'accord, c'est dans cette. Donc, en fait, on a certaines restrictions à larguer dans les cours d'eau. Et sinon, moi, j'ai vu l'efficacité du retardant. Ça marche. Vraiment, ça marche. Là, alors c'est une photo qui a 2 ou 3 ans. On est dans le sud de la Californie. Il y a une ville près de laquelle il y a eu un énorme feu. Alors, je pense que le feu venait de la droite vers la gauche. Et là, il y a une barrière de retardant qui a été établie là. Même, il y a des maisons qui ont un peu morflé. Mais le feu n'est pas allé au-delà. Il s'est arrêté là. Alors, c'est ça l'idée, c'est d'arriver à contrôler la propagation du feu. C'est toute l'idée du retardant.
parce que sinon on va courir après. Si on largue de l'eau, on va courir après et on l'arrêtera jamais. Sauf, et c'est ce que en France, c'est ce que j'apprécie, c'est leur tactique très agressive d'avoir 4 canadaires et qui larguent et qui dans le but d'arrêter dès que le feu démarre. Ouais. Il y a 4 canadaires d'un côté, maintenant, de plus en plus souvent, il y a les dages de l'autre. Parce que, en fait, on s'aperçoit que les feux, malgré les tentatives d'extinction quand ils sont petits, il faut quand même pouvoir anticiper et dire, bon, ben, sur cette ligne de crête, je vais l'arrêter. Je sais qu'il va y arriver jusque là. Dans une heure, il y est. Donc, on va directement larguer du retardant sur cette ligne de crête et on va l'attendre là. On laisse une part de brûler. Bon, aux États-Unis, on a souvent des secteurs où il y a relativement peu d'habitation. Donc là, on peut laisser brûler un petit peu. En France, le mitage fait que tu as souvent des maisons à défendre, donc les tactiques vont être légèrement différentes. Vous avez une part de brûlé un peu plus importante. Bah, on essaye, alors les maisons, on essaie de les protéger aussi, c'est la priorité. Et bon, ça t'est arrivé de le larguer sur une maison ou juste devant, larguer devant un camion, larguer devant les pompiers, ça t'est arrivé bien sûr. Ici, on a la tête du feu qui brûle encore un petit peu. Il y a eu des attaques de trackers sur les côtés pour bloquer la propagation sur ces axes-là. Et puis, le feu, visiblement, il se dirigeait comme ça. En fait, Ouais. vous l'avez guidé, vous l'avez conduit vers une impasse. Ah oui, il faut savoir combien il y avait d'avions disponibles, combien d'hélicoptères, etc. Parce que le feu, ça va très très vite. Poussé par le vent, ça dépend du relief, etc. Donc en fait, là, ce feu, il a duré quoi? 20 minutes? Il a duré 1 heure? Je sais pas. Parce que là, je vois que c'est de l'herbe. Donc Ça peut aller très très vite. ça va super vite. Là, ça doit être fait dans la demi-heure, ça. Là, on a quand même un bel exemple. Alors, il y a plusieurs attaques parce que là, ici, on a une. Donc, comme tu dis, ils l'ont attendu en mettant du retardant ici pour protéger ces maisons qui, d'ailleurs, n'ont pas brûlé. Comme les vents devaient être dans ce sens-là, ici, ça devait être relativement protégé, mais il y a eu des largages quand même ici. Ah, Ouais, ça nous est arrivé de larguer. Alors, on essaie de faire attention dans le sens où on met pas un taux de couverture trop élevé. On essaie de faire attention à l'altitude de largage, etc., etc. Parce que ça tâche sérieusement, quoi. Mais en fait, c'est un produit, tu peux le rincer directement si tu n'attends pas trop, mais après, sinon, ça a un impact sur la couleur. Tout ça, c'est du C130. Donc, C130 RAD, donc avec un système qui est bien équipé. Là, ça, c'est une photo que j'ai faite de toi. En 2014, à l'AFS, tu es aux commandes du premier C130 de chez Coulson. Ouais. T'as l'impression que tu es content de retrouver un univers familier. Ouais, non, mais c'est un avion. C'est, je crois, l'avion le plus polyvalent, extraordinaire, le C130. Je pense que tous ceux qui en ont fait, c'est pas un avion qui te laisse indifférent. Pas possible. Et là, c'est le petit bouton qui fait tout. Voilà. Un largage avec un C130, au niveau physique, ça se ressent. Alors, non, et même aucun des largages ne se ressentent. Peut-être une légère vibration, etc. Mais en gros, les systèmes de largage sont établis à la croisée entre les ailes et le fuselage. Donc, en fait, il y a centre de gravité, il n'y a pas de. T'as pas de mouvement de pitch up, de prise d'incidence, de lancer, de braquage Sur tracker, sur ceux qu'on pilote, là, le seul moment, c'est si tu largues vite. Si tu passes 140 nœuds, ce que moi, je ne vais pas faire, et j'enseigne au 140 nœuds maximum pour larguer. 135 même. C'est-à-dire, je reviens à l'exigence. C'est-à-dire que c'est ce que je dis à mes élèves, je dis, si tu n'arrives pas à larguer à 120 nœuds, 125, ne t'autorise pas, oh mais c'est pas grave, je pourrais larguer à 135. Non, à ce moment-là, tu remets les gaz et tu refais ta passe, etc. Tu dois avoir une configuration de volet. Si tu es à 140 nœuds, la configuration de volet, elle change. Non, c'est 150. Non, mais. C'est 150 votre limite, d'accord. Ouais. Mais c'est juste que, en fait. Tu prends plus de G, donc tu uses la machine plus vite. Ça, et puis en même temps, tu vaporises encore un peu plus. Donc tu n'es pas assez exigeant avec toi-même. Voilà, d'accord. Au final. Donc tu respectes la machine, tu respectes tes paramètres. Et de toute façon, si tu veux avoir un impact qui ressemble à quelque chose, il ne faut pas disperser le retardant. Exactement. Qui coûte une certaine somme aussi au contribuable. 1000 gallons, donc 3 tonnes 8, machin, c'est 4000 $. Donc tu fais ta première partie de carrière sur C130, tu progresses, tu passes assez rapidement de la place droite à la place gauche. Je fais mes entraînements pour faire ma qualif largage. En même temps, je fais mes entraînements pour être capitaine, je passe capitaine, je fais le largage. Sauf que l'année d'après,
Arrive 2002. arrive 2002, 2 ans après, donc j'ai fait une année, mais en 2002, il y a un autre C-130 d'une autre société avec un autre système de largage qui, lui, eh ben, les images ont été montrées dans le monde entier. Ben, les ailes se sont cassées, pliées. A cédé au cours d'un largage. C'est un C-130 de la compagnie Hawkins and Powers, H&P. H&P, qui en fait l'avion n'avait pas été surveillé assez. Alors, non seulement la maintenance était douteuse, mais leur système de largage avait été Moins performant que le vôtre, beaucoup donc moins. plus violent. Ah ouais, et beaucoup plus gros, et l'ingénierie pour l'installer n'a pas été terrible. C'est un avion qu'on n'aurait jamais dû voler. Avec Pat, on l'avait vu sur le parking dans le Colorado, et on avait dit au capitaine indien, rentre chez toi, laisse l'avion. Ah oui, ça se voyait à l'œil nu qu'il n'était pas. Et le lendemain, il est parti super tôt, il est rentré, parce qu'en fait, bon, et 3 semaines après, il était par terre. Ce crash, qui est filmé, est suivi d'un autre crash d'un autre avion après, quelques semaines plus tard, Il perd aussi son aile. qui perd son aile. Donc en fait, des avions qui avaient été pas très bien entretenus, parce que, alors, système public-privé, c'est le moins 10 ans qui emporte les contrats. Donc si tu es moins 10 ans, tu fais Alors- des économies de bout de chandelle. C'est quoi la clé? Alors, tu as raison, le problème, c'est qu'ils se tirent la bourre pour faire les prix les plus intéressants, pour avoir des... Mais il y a aussi le fait que le Forest Service qui organise tous ces contrats n'est pas un organisme d'aviation, et donc n'a pas la connaissance, et n'a même pas... moi, à l'époque, ma critique, j'avais dit, il faut que vous preniez un contrat avec un organisme d'audit, Oui, d'accord, pour pouvoir dire, ben dire, voilà, c'est cet l'avion avion, est sain et le. Voilà. Ok. mais un organisme d'audit d'aviation, Mmh. des gens qui savent. Or, le Forest Service, non, ben, alors ils avaient, soi-disant, des gens qui venaient de vérifier les inspecteurs, mais quand on discutait avec eux, ils étaient pas au niveau. 2002, donc il y a 2 crashs graves. Les C-130 sont interdits de vol tout de suite, ou vous continuez la saison en attendant les résultats de l'enquête? Ça se passe comment en 2002? Non, on a pris nos valises, on est rentré à pied chez nous. Retour. Interdiction de vol de tous les C-130A, parce que il y a une suspicion de cric Ouais, tout à fait. sur Là, tous les avions. mais là, Et en fait, c'est la réaction typique des grandes administrations. Ils veulent pas. Donc, en fait, on va même pas chercher. Moi, j'avais discuté avec les mécanos et je dis, vous volez avec moi demain sur le C-130, mais tout de suite. Nous, on est sûr de ce qu'on a. Mais bon, l'administration s'est dit, bon, ça fait déjà scandale, on n'en veut pas un deuxième au cas où, donc ils arrêtent. donc les C-130A sont arrêtés de vol. 2002. 2003, ils sont pas autorisés à reprendre les vols. Et en 2004, il y a une décision qui est prise d'interdire définitivement tous les C-130A, tous les privatires, Tout à fait. et tout un tas d'avions. Mais alors donc toi, Alors, tu es en 2002, on te dit ton avion c'est fini. alors, avant de commencer là-dessus, j'aimerais faire un petit aparté sur Paul. Sur Ouais. Paul qui nous a quittés le 6 septembre 2000 À bord à bord du 82. Il était en France. En fait, il m'a remplacé. Quand moi, j'ai quitté en fait, les contrats français pour rester avec Pat, la boîte THG m'a dit, mais il nous faut un... il faut un jeune copilote français qui puisse prendre ta place. Voilà. Et je dis, ben, voilà, il y a Paul. Paul, c'est un de tes amis de longue date, Voilà, quelqu'un que tu as rencontré au cours de ta formation. Ben, pendant l'armée, on était collés, toute notre promo, tous nos trucs, on a fait tous nos vols et toutes nos bêtises ensemble. Et c'était mon super pote. C'était mon frère de Paul. Et Paul prend ta suite. Alors, toi, 96, tu as fait la saison. 97, il n'y a pas de C-130, mais le tanker revient pour la saison 98. Et il fait la saison 98, 99, 2000. Exact. 2000. Et là, le 6 septembre 2000, dernier largage du côté d'Aubenas, en Ardèche. Ben, en fait, ils font un largage. Et après, bon, j'ai discuté avec les inspecteurs qui avaient étudié le crash, etc. C'était hyper tôt le matin. Il était probablement face à l'aube, au soleil. Bref, ils ne sont pas sortis du relief. Ils ont tapé la crête et ils se sont crashés au-dessus d'Aubenas. Burzet, ouais. Alors, Au-dessus de Burzet. l'avion est explosé de partout. Il y a 4 personnes à bord. Il y a 2 survivants. Ouais. Il y a 2 morts. Et dans les 2 morts, il y a Paul. Il y a Paul. Donc, en fait, il y a le capitaine qui, lui, a survécu. Il était dans le coma, mais il a survécu avec une jambe un peu abîmée. Le flight engineer, donc, lui
est décédé, le copilote décédé, et à bord, ils avaient emmené ce jour-là un mécanicien qui était donc, derrière les sièges de l'équipage. Et le mécanicien, lui, il s'est retrouvé dans le relief, sur la terre, et il n'avait rien. Il avait juste. Il s'est retrouvé d'une seconde à l'autre dans un avion à piéton. Voilà. En fait, l'avion s'est ouvert et en fait, il s'est retrouvé dans la nature. Il saignait, parce qu'il a traversé probablement les. Et en fait, il s'est retrouvé face à des pompiers qui montaient pour éteindre Le feu sur lequel il est en train d'intervenir. Et alors, je lui ai demandé, mais il se souvient absolument pas de la semaine, non pas de la journée, mais même de la semaine. Il n'y a plus aucun souvenir. Voilà. Donc, c'était leur dernier jour de contrat. C'est pour dire aussi que c'est un métier avec des risques. Et c'est ce que j'essaye d'enseigner avec mes élèves. Pourquoi cette exigence? C'est pour justement ne jamais laisser rien au hasard. C'est-à-dire que tous ces pilotes qui sont morts, et c'était d'excellents pilotes, à un moment donné, il y a un truc qui s'est passé. Un petit détail. Un truc qu'ils n'ont pas vu. Un truc. Et là, ils se sont fait éblouir. C'est un truc bête. Un truc bête. Probablement ça, probablement qu'il était en sur-régime. On connaîtra a priori jamais vraiment toutes les causes. Pour avoir lu le rapport d'accident, il fait une page. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose à l'intérieur du cockpit qui a troublé le... Bon, on ne sait pas, mais évidemment... Et là, il y a un drame. Il y a un drame, et donc Paul venait de se marier, il venait d'acheter un appartement avec sa femme, etc., etc. Donc sa vie s'arrête. Toi, à ce moment-là, tu es aux États-Unis, tu reçois la nouvelle. Ouais. Tu fais le même boulot. Ouais, je suis en vol ce jour-là. Et tu fais ça à pleine gueule. Ah bah ouais. Je suis en pleurs toute la journée parce que... t'as perdu ton pote. J'ai perdu mon pote, donc voilà. Et je suis à droite, je suis dans le même avion. C'est ça, c'est le côté fou. Ah ouais. Tu fais la même chose dans le même type d'avion. En plus, ce que je vais te dire est peut-être dur, mais est-ce qu'il n'y a pas une culpabilité de l'avoir fait rentrer dans la boîte? Ah bien sûr qu'il y en a une. Bien sûr. Parce que... Tu dis, ah merde, c'est ma faute. Mais non. J'ai écrit à sa femme qui m'a jamais répondu. Et elle a eu raison parce que en fait, elle s'est dit bon, en fait, c'était une partie de ma vie. Je veux pas avoir affaire aux meilleurs copains parce que ça me rappellera. Donc, elle a coupé court. Elle est partie. Elle a eu totalement raison. Mais bon, c'est vrai. C'est rude. Et moi, est-ce que j'aurais dû voler ce jour-là? Probablement pas. Mais bon, je n'avais pas le choix. Pat était aux commandes et moi, j'étais seul à droite. Ouais, je faisais mon job, mais bon. Donc en 2000, il y a ce drame qui te touche, alors là, vraiment très directement, mais malgré tout, c'est ton métier, c'est ta passion, tu fonces, tu continues, de toute façon, il faut bouffer. Puis t'aimes ça? Bah oui, non, mais et le truc, c'est que en discutant dans toutes ces bases de l'Ouest américain, je rencontre d'autres pilotes, ils ont tous eu leurs copains, ils ont tous connu différents pilotes qui ne sont pas revenus, etc. Donc, si tu veux, c'est un peu dans l'ADN de ce métier. On a tous... C'est un peu un escadron, et puis il y a des mecs qui ne reviennent pas. C'est la même chose. Donc, voilà. Et c'est ce que je dis quand j'ai un élève qui arrive à Santa Rosa, la première visite, c'est on a un mur avec l'État de Californie et tous les pilotes du Cal Fire qui ne sont pas revenus. Il y en a 16. Et je leur dis, voilà, je leur explique. Et je leur dis, voilà, lui, par exemple, c'était un ancien as de la Deuxième Guerre mondiale. Lui, et voilà. Et après, je les laisse devant pendant 5 minutes pour qu'ils se rendent compte. Parce que souvent, les gens disent, oui, c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte jusqu'au moment où on leur montre quand même. Je l'avais repris parce que c'était une formule que tu m'avais dite, que j'avais trouvé absolument géniale. C'est pas un métier dangereux, mais c'est un métier qui comporte des risques. Tout à fait. Et alors, c'est des risques il y a des pièges. Et alors, le but de l'instructeur, c'est de montrer les pièges. Pour que l'élève les voit de façon à que ça devienne partie de sa culture. Et la prochaine fois, quand il sera tout seul, il aura vu le piège. OK. Les pièges, ils sont de plusieurs façons. Il y a le piège, le facteur extérieur, il est ébloui, mais on ne peut pas exclure du facteur humain. Mais ce qui a été vécu par l'équipage du tanker 130 quand les ailes se replient, c'est un risque imprévisible ou pas. Eux, ils ont fait leur job, c'est juste la monture qui a lâché. C'est cruel. Je prends tous ceux à qui c'est arrivé. Le Concorde, les gars d'école,
Oui. Il décolle pas, en fait. Ouais, non. Voilà. Donc, certes, je dirais que, bon, dans ce cas-là, on arrête tout. Mais même à vélo, tu peux te prendre un carton. Donc, Oui, ok. Euh, arrive l'interdiction de vol des C-130. Toi, tu es dans la mouise parce que Ah bah oui. quelque part, tu perds ton boulot. Ouais. Il se passe quoi? Comment tu rebondis Bah, face à cette interdiction? je rebondis en pilotant un DC4 l'année suivante parce que TBM avait des DC7, un DC6 et un DC4. Voilà, avec Pat sur DC4. Alors, attendez. On est en 2003. En 2003, c'est un avion qui a été construit en 60 ans plus tôt. Tu sors du C-130, C-130A, et c'était les années 50, donc un petit peu plus récent. Tu passes d'une machine moderne à turbopropulseur, sur lequel tu as volé 5-6 ans. Ouais, 7 ans. Ouais. 7 ans. Et là, on te dit, tu vas faire le copilote. Tu étais commandant de bord sur le C-130, on te dit, tu vas aller faire le copilote sur une antiquité. Ouais, j'adore. J'adore parce que je me dis, mais j'ai tant à apprendre. Ouais, mais t'as vu l'engin là? Ah, mais j'adore. C'est quoi là? C'est les tigres volants. Ouais, j'adore. Alors, figure-toi que cet avion-là, celui-là, Tanker 65, c'était l'avion dans le Pacifique de l'amiral Nimitz. C'était l'avion qui a percé Nimitz. Ouais. Donc c'est un avion qui avait fait la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Et puis 60 ans plus tard, il est toujours en service avec ses bons vieux moteurs, avec une soute ventrale qui faisait quoi? C'était 2000 gallons? D'accord. Donc c'est pas une 3000 gallons, hein. C'est en 2000 gallons, 2 fois 4, 8000 litres. Ouais, 7 tonnes, 5 tonnes. D'accord. Et donc, tu fais ta saison en Californie, dans tous les États-Unis? Alors là, oui, tous les États-Unis. En DC4. DC4, Nouveau-Mexique, Arizona. Voilà. Alors, je vous explique pas, mais par exemple, pour mettre du carburant sur l'aile, hein, Oui, donc c'est toi. voilà. Et quand tu es en Arizona et qu'il fait 50 degrés, tu as l'impression d'être un œuf. Voilà. Et Donc, tout brûle, tu touches tout, tu le brûles partout. Mais alors, ok, d'accord. Mais l'avion lui-même, c'est quoi? Ça se pilote comment? Il faut une force brute? C'est quelque chose qu'il faut cajoler? Les Douglas sont des avions magnifiques. J'ai fait du DC4, après j'ai piloté un des DC6 de l'ancienne sécurité civile, Merde. qui était en Ah oui, c'est vrai, tu les as ouais, convoyés. convoyé en Alaska. J'ai fait du DC7. Bref, les Douglas sont des avions absolument magnifiques. Et c'est pas moi qui le dis. Et alors oui, c'est sûr que on est dans les années 40, quoi. C'est-à-dire que là, Alors, le trim, c'est tout par cap, par chef. alors, il faut gérer la richesse, il faut Ouais. gérer le pas de l'hélice. Mais ça, c'est le métier de pilote. Ouais, et vous êtes là, faut vraiment être Ah bah oui. Là, c'est et là avec Pat, la symbiose elle est toujours ouais. là. Et donc, il me semble que vous avez fait quelques heures de vol avec la V4 cet été. Voilà, cette année-là, on a dû faire 350 heures 350 heures dans l'été à l'été sur DC4. en 3 mois, donc 100 heures par mois. Ouais. Ouais, Là, 3 heures par là, on mois. a sillonné. Ouais. Et alors, notamment, les feux, le bouquet final, c'était les feux de Los Angeles en 2003, qui étaient des feux monstrueux. Et là, il nous est arrivé des tas de trucs. Ah oui? Bah, pendant cette saison-là, il nous est arrivé toute la checklist, les passer aux fumée électrique, perte de... Ah, mes mères faisaient des caprices. On a fait tout. Voilà, perte de moteur, machin, enfin... Alors, bonne question de Franck May, c'est un équipage à deux, vous aviez un ingénieur d'avion? À deux. Ah, c'était un avion à deux? À deux. Donc en fait, Pat étant un peu plus âgé, je vous explique pas que j'étais en forme. Ah, parce qu'il faut remplir l'huile, il faut l'essence, le machin, le truc, voilà. Après, moi, je le pilotais parce que de temps en temps, il était à la sieste, donc... de temps en temps, il faisait la sieste. Ouais, de temps en temps, il était à la sieste, donc voilà. Pas en monopilote. Ouais, pas sur les phases de largage, j'imagine. Non, bah là, il était un peu réveillé, mais sinon... non, mais on s'entendait très bien. Ouais, et donc tu fais ta saison sur un DC4. Alors, à ce moment, je te connais, tu as une culture aéronautique qui est quand même plutôt correcte. Début. C'est quoi? On te dit tu vas voler sur DC4, à ce moment-là tu te dis c'est une régression, ou alors chouette. On me l'a déjà posé la question, Ouais. J'ai pas pris ça du tout comme une régression, je me suis dit mais quelle chance! Quelle chance pour moi de voler sur des avions, c'est des mythes, c'est mythique, et de découvrir une aviation. Moi je suis né trop tard, j'aurais aimé être... non, justement. Bah ouais, mais justement... Ah oui, mais t'en as fait qu'une saison. Voilà, bah oui, j'en ai fait qu'une saison parce qu'après,
le chef pilote d'Aero Union qui avait des P3 me dit j'ai besoin de commande de bord sur P3 Orion, donc est-ce que ça ne dirait pas de nous rejoindre? Et c'est là que je dis à Pat, je dis bon ben moi je vais passer à la suite parce que je vais continuer ma carrière sur P3. Voilà. Donc, Donc, en fait, tu termines la saison 2003, tu reviens en France, tu passes ton hiver avec tes petits boulots hivernaux, et donc recommence la saison début 2004. ouais, Tu te pointes à Chico, Californie, pour faire ta qualification P3. voilà. Je débarque, je fais l'entraînement. Alors là, évidemment, c'était au départ une année encore copilote, avec la promesse de passer captain l'année suivante ou l'année d'après. Mais il y avait besoin en fait, de jeunes captains parce que toute cette génération, comme Pat, tous ces pilotes, l'âge avançait et il fallait que ces boîtes forment les futurs captains. Donc, ils viennent chercher des jeunes. T'as quel âge à cette époque-là, toi? Une trentaine d'années, Ouais, un peu plus. la trentaine. T'as une trentaine d'années, t'es déjà commandant de bord tanker, tu commences à avoir une expérience variée, puisque tu as fait du C-130 et du DC-4, tu as vu tous les États-Unis. Tu arrives dans cette boîte-là, on te dit, OK, tu fais 1 an copilote, Ouais. et l'année prochaine, tu seras commandant de Bah, bord. L'idée, dans 2 ans. c'est ça, c'est qu'ils commençaient à préparer. J'étais pas tout seul, il y avait deux, trois autres jeunes avec du potentiel. Moi, j'étais capitaine, mais il y en avait qui. Et en fait, l'idée pour une boîte, c'était de préparer la suite. Moi, j'étais dans la suite. Sauf que, Avant, j'ai une remarque intéressante de Full Glider qui, c'est extraordinaire cette possibilité offerte aux USA de passer d'une machine à l'autre. Et quelle machine? ben, En fait, c'est, l'hiver sert à passer les qualifs, c'est ça? ouais, mais en fait, c'est dû aussi à l'activité. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a une dizaine de boîtes. Chacun, j'aurais pu faire du P2 Neptune, parce qu'il y a une boîte qui est spécialisée et qui en avait. J'aurais pu faire d'autres. Mais je suis rentré dans des boîtes, je fais du C130, du DC4. Mais c'est le milieu qui veut ça. En fait, le milieu qui est très restreint, mais avec des machines absolument incroyables. Je me suis retrouvé dans des vols au-dessus de feu où on attendait d'aller larguer, machin, mais avec des PB4Y, C'est avec italien? et voilà, avec des DC7, des C130, des DC4, des trackers, je dis, mais incroyable! Oh, c'est un musée volant, ce truc. Et c'est ça qui est incroyable. L'explication, c'est que ces entreprises-là, étant sous contrat, Tout à fait. ne peuvent pas acheter des avions modernes, prennent ce qu'ils trouvent, pas dans les cases, dans les cimetières, mais Dans les surplus. prennent des avions en surplus, qui sont Tout à pas fait. très chers, qu'on sait qu'ils sont adaptés, et puis Et c'est toujours le cas. et c'est Le toujours- problème, c'est que la production de ces avions, il n'y en a pas assez en nombre pour qu'un fabricant d'avions s'intéresse. C'est bien le drame d'ailleurs. Parce qu'il faudrait. Alors, je ne parle pas des écopeurs, je ne Non, parle pas pas des des tankers. tankers, je parle des largueurs de retardants. Et là, c'est dommage, parce que D'un autre côté, quand tu vois la facilité avec laquelle tu peux convertir n'importe quel avion au largage de retardant, on laisse les écopeurs de côté. Ça vaut pas le coup de construire des avions spécifiques pour le retardant. Un DC-10, un 747, des 737. la réalité te donne raison, parce qu'aujourd'hui, Coulson, qui avait des C130, ils ont acheté 5 ou 6 737 Voilà. qui vont convertir, qui sont, enfin, Enfin, il y a la nouvelle version de 700 qui arrive là, mais et en fait, oui, c'est ça qui te donne raison. Je trouve dommage que certaines boîtes, par exemple en France, j'avais été voir Dassault, je dis, mais vous avez l'avion? Il y a juste à faire la conversion. chez Dassault, enfin, c'est pas un avion d'assaut, mais il y a un avion qui aurait pu faire un tanker génial, pour Atlantique. Ben, l'Atlantique, c'était, bon, Airbus, alors, eux, en plus, c'est la ligne, c'est moins machin. Alors, évidemment, moi, j'arrive avec mon enthousiasme, etc. Et je tombe face à des gens qui me disent, ouais, mais ça rentre pas dans les cases. Parce que là, aux États-Unis, c'est un marché de combien d'avions? On parle des tankers lourds, il y en a une cinquantaine. Voilà, c'est 50 avions. Sauf qu'il n'y en a pas assez. Admettons que ce soit le double. Donc, une centaine. Après, en Australie, il y a besoin. Après, en plus, comme c'est pas la même période des saisons, ceux qui sont aux États-Unis, tu les envoies là-bas. Ouais, mais en fait, ça, c'est, je dirais pas, c'est de la bricole. Il faudrait que les d'Australie se prennent par la main et disent, On ne parle pas des Australiens. bah ouais, non, mais c'est-à-dire que, tu vois, et là, c'est là où en Europe et notamment en France, on a un exemple d'une structure qui est solide depuis longtemps. Et en fait, au Canada aussi. Alors, en France, la structure est solide. Oui, elle est implantée, elle est établie, il y a des doctrines, mais
C'est pas un système parfait non plus. On voit cette saison, il y a un problème de disponibilité des avions. Il y a eu beaucoup de polémiques sur l'acquisition des Dash 8, par exemple. Donc, il n'y a Alors, pas de solution. moi, je suis un peu au départ. Moi aussi, j'étais un peu suspect, C'est-à-dire circonspect sur que, Dash. alors, c'est un scoop, mais avant les 2 premiers Dash 8. Oui, donc là, on est sur la période 2002-2004, Voilà. parce qu'ils arrivent en Je 2005. reçois un coup de fil du ministère de l'Intérieur. Venez donc nous parler des avions que piloter. J'y vais et je fais, vous pouvez faire un petit exposé, etc. Je fais un petit exposé sur justement le Forest Service, sur tous les avions 1 et sur les C-130. Et dit, oui, il y a C-130, C-130. Et là, à cette époque, il cherchait éventuellement à remplacer les 2 Fokker. Moi, il m'avait dit peut-être ce sera des C-130. Et Conner est passé par là, et en fait, ça a été des Dash 8. Ils ont fait l'expérimentation Dash 8, ça s'est révélé parfait, Ça marche. ça marche. Donc, si tu veux, le problème, il disait, on a besoin d'aller à La Réunion, etc. C'est pas La Réunion, c'est 130, C'est 130, ça le fait. Hein. ça le fait aussi. Donc, En short Dash, ça le fait, mais ça prend un peu de temps parce qu'il faut quelques escales. Quoi. Donc toi, tu es contacté par le ministère de l'Intérieur pour faire un topo sur les avions qui pourraient Ouais. prendre la suite Voilà. des C-130. Et bon, bref, enfin, ils m'ont surtout interrogé sur le C-130. J'ai dit ce que je devais dire, Que t'en pensais? ce que j'en pensais. Et Bien. voilà. Et puis après, en fait, ils ont pris les 2 premiers Dash 8. Et puis ça s'est avéré, l'expérience s'est avérée concluante. Donc après, ils ont pris 6 autres, et ainsi de suite. Oui, alors ça s'est passé. Tout de suite. Mais en gros, c'était lancé, ça allait pas revenir dessus. Toi, tu es donc en 2004, début 2004, tu es donc en train d'essayer d'apprendre à piloter Essayer d'apprendre, non, je pilote. d'apprendre à piloter le P3. Tu sais piloter, Ouais, tu sais larguer, mais le P3, c'est un avion particulier. Alors, c'est un avion qui a des ailes courtes et qui est très dur. C'est-à-dire que la moindre turbulence est vachement plein d'eau. Mais c'est un avion qui était fait pour la patrouille maritime, voler pas trop au-dessus de l'eau et de longues heures, donc il coupait un moteur par-ci par-là, etc. C'est un avion très intéressant qui s'est révélé un excellent avion bombardier. Pourtant, tu me disais qu'il n'avait pas trop d'ailes, donc faut pas jouer avec les vitesses. Voilà, ça, c'est un avion qui pardonne pas trop, contrairement au C-130 qui est Un accident mortel, je crois, alors, avec les P3, pas plus. le 24 et le 26. Et le 26, Sur une douzaine d'avions transformés, c'est vrai que alors le premier, en fait, le 24, il a décollé de Missoula dans le Montana et il s'est retrouvé dans le mauvais temps. Et mauvais temps et relief, il n'avait pas les bonnes approches. Bref, donc erreur. Bon. Et le deuxième, ça a à voir aussi avec moi un peu, parce que moi, je dis, OK, le Forest Service envoie un fax et arrête les contrats, tous les contrats avec tous les avions. Alors, je recontextualise. À la suite des 2 crashs qu'on a eu en 2002, l'US Service, pendant 2 ans, ils ont mouliné. Tout à Et fait. début 2004, ils se disent, ouais, effectivement, les avions sont pas bien entretenus, on arrête tout. On arrête tout. Ouais. Mais en début de saison, c'est-à-dire on se passe d'avions pour C'est la ça. saison. Et on va juste garder les hélicoptères. Et les avions, les single engine, genre les Air Tractor. OK. Et donc là, toutes les boîtes, dont c'est le job principal, se retrouvent. Moi, j'étais à une réunion. Donc le patron d'Aeronion réunit tout le monde dans le hangar en disant je suis obligé de vous virer tous, les gars. Il n'y a pas de contrat cette année, vous Il n'y a pas de contrat cette année. You're fired. En fait, le problème, c'est le Forest Service. Ils ont pris une décision abrupte sans réfléchir. Donc, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai envoyé mon CV à Cal Fire, qui à l'époque s'appelait CDF. California Department of Forestry. Et c'est devenu Cal Fire après. Et donc, en 2005, tu envoies ton CV au Cal 2004. 2004. J'ai fait mon interview. Et là, dans l'interview, il y avait un certain Bob Valette, qui est un pilote de légende du Cal Fire. Un des gars me dit, mais ça ne vous dérange pas parce que vous êtes capitaine et vous allez probablement faire du Bronco, donc de l'avion de commandement, pendant quelques années. Et là, ma réponse a été, mais pas du tout, j'ai encore plein à apprendre. De toute façon, c'est la procédure au Fire. Non seulement c'est la procédure, sauf que à l'époque, c'était au moins 4 ans. Ah, tu faisais au moins 4 ans. Au moins. Et maintenant, c'est 1 an et tracker. Alors, tu postules au Cal Fire, tu as un entretien d'embauche avec Bob Valette. Bob Valette et d'autres, on était. Il y a un petit staff, tu es connu un peu dans la profession, ouais, tu t'arrives pas. Voilà, mais je suis connu, mais le gars dit, mais vous êtes capitaine, ça ne vous dérange pas, vous n'allez pas passer sur tracker tout de suite, vous allez faire
probablement quelques années sur Bronco. Je dis, mais non seulement ça ne me dérange pas, mais j'ai hâte non seulement de piloter le Bronco, mais d'en apprendre encore plus sur la méthode, etc. Le Bronco n'est pas un bombardier d'eau. Non. Il a une mission très particulière, très importante pour la lutte anti-feu de forêt, mais c'est pas un bombardier d'eau. Non. C'est quoi sa mission? Alors, sa mission, en fait, c'est la tour de contrôle au-dessus d'un feu. C'est-à-dire que il gère les entrées, les sorties, il autorise les largages. C'est-à-dire que quand il y a un feu, il y a une espèce de zone qui est établie autour du feu. Tout à fait. T'as le Bronco qui tourne autour, Ouais. les tankers qui font les allers-retours avec les bases, Alors, et c'est lui qui fait la tour de... Voilà. Il fait la tour de contrôle avec les hélicos, avec les tankers, donc les trackers en particulier, mais ça peut être d'autres avions aussi. Et en fait, quand on arrive à 12 nautiques, on appelle le Bronco. Lui, il est en orbite au-dessus à 3000 pieds et au-dessus du feu. Il dit, bah, ok, autorisé à rentrer, en gros, dans sa zone, comme une tour de contrôle. Et voilà. Et après, c'est lui qui décrit, parce qu'il parle aussi avec les pompiers au sol, et il décrit les objectifs, les priorités. En gros, les avions bombardiers d'eau, les hélicos ne font que des allers-retours, donc ils n'ont pas le temps de suivre ce qui se passe. Exactement. Donc lui, comme il reste, il voit L'évolution du feu, et il se rend compte que, bah tiens, là, il y a des maisons à protéger, c'est là qu'il va falloir intervenir. Donc il a ce rôle-là. Toi, tu intègres le Cal Fire, Ouais. te dis, bon, bah, tu vas apprendre le Bronco, c'est pas un avion très très compliqué. C'est un avion extraordinaire aussi, ça. On te met en place avant. Derrière, tu as donc un passager. Ouais, alors, un pompier expérimenté, qualifié aéro, en France on dirait aéro, et en fait, il prend en charge le feu. C'est-à-dire qu'il est au-dessus du feu, tous les moyens aériens, c'est lui. Et toi, tu es son chauffeur. Et là, tu es le chauffeur. Sauf que l'idée, c'est d'être un chauffeur qui anticipe. Oui. C'est-à-dire qu'il le place toujours, parce qu'en fait, on est en orbite à droite, et toujours à présenter en fait la scène devant ses yeux, qu'il n'ait pas à chercher à tourner la tête, machin. D'accord. Et donc lui, il a 5 radios, les pompiers au sol, les pompiers, et il gère ça. Et en fait, le Cal Fire marche comme ça. Quand il y a un feu qui démarre, on part avec le Bronco, 2 trackers et 1 ou 2 hélicoptères. Et c'est l'attaque initiale. Le feu a été détecté, il fait 1, 2, 3 hectares, peut-être moins. Alors, c'est justement pour ça que les bases sont réparties sur tout le territoire, de façon à ce que les avions soient jamais à plus de 10 minutes ou 20 minutes de vol. L'idée, c'est 15 minutes, premier largage, au plus. D'accord. Donc là, sur cette carte-là, on a du nord au sud. Alors, il faut bien se rendre compte que de là à là, il y a un peu plus de 1000 km. Ouais. Hein, c'est ça. Vous avez les 2 grandes villes qui sont San Francisco ici et Los Angeles ici. Ouais. Et là, vous avez ce qu'on appelle Central Valley. Alors là, c'est de l'agricole. L'agricole, ça brûle pas. Ça brûle pas. Par contre, tout autour, vous avez des montagnes, et ça monte à quoi comme altitude là? Bah là, il y a, à droite, là où tu es, là, c'est la Sierra Nevada, ça monte à 11 000 pieds. Ici, tu as le désert de Moravie, et autour de Los Angeles, là aussi, tu as des sacrées montagnes. Là. Tu as Ventura, tu as San Bernardino avec. Ouais, et puis il y a donc la base la plus au sud, qui est quasiment au Mexique. Hein, c'est San Diego, là-bas. Ouais, San Diego, là, il y a Miramar, la base de Top Gun, elle est là. Ouais. Alors, tu vois, je l'ai placé, Top Gun. Donc voilà, ça, ce sont toutes les bases du Cal Fire. Sur chaque base, tu as 2 trackers, un Bronco. Exact. Le dispositif de base, niveau avion, chaque base, 2 trackers, un Bronco. Ouais. Si ça suffit pas, il y a le Forest Service qui a des bases dans le coin, qui peut amener des avions. Si ça suffit pas, en fait, l'État de Californie a des contrats avec. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont aussi des contrats. Ils ont leurs contrats, et en fait, ils ont des contrats avec des avions plus gros, du type C-130 ou MD-83 ou BA-87, BAE-146. C'est un d'œil à mes amis de Montélimar. Oui, c'est un avion magnifique. C'est un avion qui a été imaginé, créé en 9 mois pour la guerre du Vietnam. Et honnêtement, design qui est étonnant, mais extraordinaire. JDC Bob Hoover. Ouais. Voilà, donc c'est un très bon souvenir. C'est un avion qui est conçu donc pour la lutte anti-guérilla. Il est donc, ce que vous faites en Californie, c'est dans la continuité de ce que faisait au Vietnam, les mitrailleuses en moins. Oui, tout à fait. Voilà. Observation, guidage, montrage de désignation de cible. Ouais. Une visibilité extraordinaire de tous les côtés. Alors, c'est un avion qui est dingue pour ça. On a l'impression que c'est une bulle. On avance on est à 220 nœuds et on
On patrouille au-dessus du feu, on est à 120. C'est un avion facile, Facile, léger dans les commandes, réactif. ouais, manche, manette, c'est un rêve. Voilà, C'est un truc tout simple. tout ça. Bon, donc on peut mettre une civière ou un photographe derrière aussi. Eh Alors oui. ça, au Calfarieur, assez rare. Non, on fait pas. Alors, donc devant, il y a le poste donc, de pilote et devant, et derrière, on voit donc la position de l'officier. Il est là, le deuxième. Voilà. Alors, maintenant, ils ont des iPads et tout ça, ils savent gérer la cartographie, ils ont 5 radios. C'est un vrai boulot, là, le gars qui. Le gars à l'arrière, ouais. Et en fait, pareil, comme il faut de l'expérience, ils sont très bien formés, mais les gars qui ont de l'expérience, ils prennent en compte un feu, ça va super vite. C'est un dispositif qui fonctionne Très, bien. très bien. Parce qu'il y a un feu qui est détecté, vous recevez le coup de fil, toc, le Bronco part, les deux trackers remplissent. Vous êtes remplis au On est sol, rempli, vous êtes déjà part ensemble. remplis. On part Partez, ensemble. On part- partez ensemble, Ouais. il se met à 3000 mètres, il regarde le feu, tiens, toi tu vas larguer là, toi tu vas larguer là. Et puis, load and return. Ouais. Voilà. Le return, et pendant ce temps-là, l'hélico arrive, donc là, lui est à l'eau, Ouais. et puis nous on revient, et ainsi de suite. Lui, donc le chef pompier qui est derrière, il dit bon, c'est un feu celui-là, il a le potentiel de machin, je vais appeler des plus gros, je vais appeler d'autres trackers sur d'autres bases qui viennent renforcer. Bon, alors ça, c'est une photo que tu as faite quand tu étais sur Bongo, Ouais. qui montre plusieurs choses. Là, on a un tracker qui est en train de faire un largage, alors perpendiculaire aux flammes. Ça peut arriver, c'est pas le meilleur parce que Il avait peut-être pas la possibilité de faire autrement. je sais pas. Mais effectivement, c'est pas la meilleure tactique, mais bon, des fois ça arrive. On se rend compte, on voit la montagne de fumée, c'est noir, on voit des flammes qui sont très actives. Tu as un tracker, parlons-en, c'est des machines qui emmènent 4200 litres. 4200 litres, c'est pas énorme. Ce qui compte, c'est pas tant la quantité que, et la précision, et deux, la rapidité d'action. Des feux que tu arrêtes dans l'heure, ils n'ont pas le temps de se développer. Ils n'ont pas le temps de devenir énormes et de créer leur propre. D'avoir le momentum qui fait qu'après, ça devient des trucs impossibles. Là, on est sur un feu qui part bien quand même. Là, Ouais. Voilà, c'est un beau départ. Je crois qu'il y a un potentiel derrière. Il y aura probablement des sautes de feu, parce que c'est ça aussi, tu vois que le fumée est très actif, donc tu imagines que, voilà, là où Par derrière, là, ça peut prendre bah, très vite. ça retombe, et puis hop, ça repart de l'autre côté, etc. C'est pareil, une photo que tu as faite sur Bronco. Là, on est sur un autre type de feu. C'est un feu d'herbe sèche. Ouais. C'est un feu de prairie. C'est les gens qui ont lu Tintin en Amérique, c'est exactement ça. Ça part très vite, ça fonce. Bah, là, il y a 3 semaines, j'étais sur un feu, il a fait 6 000 hectares en 2 heures. 6000 hectares en 2 heures. Alors, juste pour information, on a eu un feu, là, le premier feu en France dans le Var. Ça a fait les gros titres des journaux. Là, il faisait 600 hectares. Voilà, vous avez fait 5000. Voilà, c'est un petit confort. Là, il y a beaucoup de choses sur cette image et elle est extrêmement intéressante. On voit donc la trace du brûlé, on voit les traces des largages précédents. Tout à fait. Ici, tu es en train de le pilote qui est là est en train de compléter la barrière. Tout à fait. Mais alors, par contre, c'est rock'n'roll là. Eh ben là, c'est une zone qui s'appelle la Taman Pass, qui est à côté de San Rosé. En fait, c'est un endroit où il y a plein de vent, il y a plein d'éoliennes. Et voilà. Et donc là, il faut prendre en compte aussi les éoliennes dans l'approche. Alors, c'est quelque chose qui se voit quand tu es en vol, comme ça. Oui, alors, tant que ça se voit, c'est bien, c'est ce que tu vois pas qui est gênant. Hein, qui est plus gênant. Quand tu es le pilote du tracker qui est là, Ouais. que tu arrives sous cet angle-là, les éoliennes, tu les vois bien ou il faut quand même que le gars en haut te dise attention, fais gaffe aux éoliennes. Il te prévient, il te dit bon, il y a des éoliennes, machin, des lignes haute tension, ça c'est plus gênant. Mais oui, mais là tu les vois bien. Le problème c'est que là, c'est grand beau. Ouais, le problème c'est quand c'est ça, mais avec la fumée. Là, le feu, on sent qu'il a perdu d'intensité. Tout à fait. Tu prends la photo précédente, tu peux dire que c'est pas le même. Ah bah c'est oui, voilà, du rock'n'roll. J'en ai d'autres des photos de feu. Voilà. Donc voilà, là, tu te dis l'après-midi va être longue. Là, tu te dis oh tiens, un volcan. Et là, tu es avec ton petit tracker, c'est ça. 4200 mètres, tu te dis bon. C'est là où il faut réfléchir tactiquement. Tu dis bon, tu vois que la partie droite, tu vois la fumée à droite là, ça va monter. Est-ce que tu vas l'arrêter à mi-pente? Certainement pas. Donc en fait, là déjà, tu sais qu'il faut. C'est là qu'il faut poser le de retard. C'est sûr. Parce que bon, là, tu sais qu'il n'y a pas de maison, donc c'est pas grave. Donc là, ça va cramer, ça crame. Mais c'est là qu'il va falloir poser sur les crêtes. Là, visiblement, le
le vent est dans ce sens-là, donc ça, vous en occupez pas pour le moment? Non, mais tu vois, le vent, il tourne aussi. Ouais, parce que là, visiblement, tu vois, puis alors, je sais pas s'il y a pas un autre foyer derrière, là. Non, mais bon, ça, c'est des feux où, bon, tu sais que t'es parti pour la journée, là. Pour la semaine? Pour la semaine. Parce que là, et toi, tu es dans ton avion, que ce soit le Bronco ou le Tracker d'ailleurs, tu pars sur un départ de feu. On te donne une indication de l'intensité, on te dit attention les gars, c'est un gros départ, ou attention, c'est un petit feu, les gars. Non, le premier départ, c'est Premier départ. l'attaque initiale. Là, probablement que c'est un feu qui est déjà Ah, lui, il est établi. il est établi depuis un bout de temps. Mais non, alors tu as une latitude, longitude, la fréquence radio, c'est parti compliqué. Donc tu sais pas ce que tu vas C'est trouver. ça qui est intéressant. Enfin, tu sais pas. C'est-à-dire que là, à 10 nautiques, tu sais que ça craint, quoi. Ah, bah, ouais. Et là, tu rentres, c'est là où c'est le côté un peu des Américains, où c'est la logistique. C'est OK. Bon, celui-là, on va pas l'avoir tout de suite, donc paf, on appelle en renfort, ceci, cela, machin. On prépare la suite. Priorité aux feux naissants, Priorité au feu naissant. comme en France. C'est-à-dire que là, si on va sur ce feu et que tout à coup, il y a un petit feu qui démarre, machin, on va partir. Celui-là, on l'aura pas tout de suite. Parce que là, on sait qu'il en a pour la journée, voire pour la Ah, semaine. ben là, donc là, mise en place de... parce qu'ils ont des bulldozers, ils ont un Pas qu'alors, faut le temps des hommes et cheminés, ils vont beaucoup plus vite qu'on ne croit. Mais bon, ah oui, ça va vite. Mais ça met en branle tout un système, et tu sens, c'est là où la force de la logistique, je dirais, du côté américain qui m'étonne, qui a certainement en France, mais Alors, c'est qui est étonnant. En France, il y a des prépositionnements, Tout à fait. de GIF, hein, des Ouais, trucs ouais. comme ça. Donc, GIF, c'est groupement d'intervention de feux de forêt. C'est un ensemble de c'est- 3 camions avec Ouais, la c'est section très malin, GIF. Voilà, c'est des modules. Ouais, très malin. En fait, vous avez des modules qui sont différents. C'est-à-dire, vous avez un camion porte-tank avec le bulldozer. Voilà. Et puis, vous avez les smoke jumpers. Ouais. Vous avez les hélicos. Ouais. Vous avez tout un tas de systèmes. Mais malgré tout, on sait que sur les 20 dernières années, des feux délirants en Californie, vous avez eu votre dose quand même. Ah oui. Parce que toi, tu as fait des feux qu'on fait quoi, 200 000, 300 000 en hectares? Ouais. C'est ça, hein. C'est-à-dire que c'est des feux, en fait, c'est l'équivalent d'un département français. Facile. C'est ça aussi la notion qu'il faut bien prendre en compte, c'est que vous êtes confrontés. Nous, on fait des caisses, mais c'est normal. Il y a eu 80 000 hectares qui ont brûlé en 2029. Ça, c'est Toi, tu le fais en un feu, c'est ça? c'est ça. Il y a des feux, c'était ça, ouais. 80 000 hectares d'un coup. Ouais. Tu avais fait le fameux feu qui était parti en début d'après-midi, qui avait fait 20 000 hectares dans l'après-midi. Bah, Ça, tu l'as vu, ça? Valley Fire, ouais. Ouais. Il y avait eu un feu aussi qui avait traversé Santa Rosa aussi, il y a quelques années. Santa Rosa, le Top Fire, mais il est parti à 11h du soir. Donc moi, je dormais chez moi. J'ai été réveillé par un pompier qui dit il y avait un vent de dingue. Hop, je vais à la base, 3h du matin. Et là, briefing, à l'aube. Tout le monde dehors. Ouais, oui, parce que vous ne larguez pas de nuit, évidemment, pour des raisons. Alors là, il commence à étudier le largage de nuit, mais les hélicoptères. Oui. Ça fait un moment. Ça fait un moment. Bon, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît, parce qu'il faut beaucoup d'entraînement, ça coûte très cher. Bon, pour l'instant, Des pilotes que tu sais voler la nuit, tu ne laisseras pas voler dans la journée. bah alors, il faut une rotation, donc ça demande beaucoup. Bon. Je dirais que c'est une expérimentation. On va voir ce que ça donne dans les années qui viennent. Bon, sur les hélicos, je sais que ça bosse beaucoup. Bon, en plus, l'appareil est un petit peu plus lent, avec les JVR peut-être, mais les avions, c'est compliqué. Il faut que l'avion soit adapté aussi. Ah bah non, mais là, moi, je vois pas que ça arrivera dans les avions. Voilà. Bon, tu fais du Bronco pendant 4 ans. 4 ans. 2 ans à Chico, 2 ans à Santa Rosa. Voilà. Et puis, au bout de 4 ans, on dit, bon, c'est bon, t'as compris comment ça se passait. Bah, c'est surtout qu'en fait, bon, il y avait une place qui se proposait pour que je devienne un pilote tracker. Et donc là, je fais ma transformation sur tracker avec, ça dure 1 an, avec des pilotes comme Bob Valette et d'autres légendes. Et pareil, on me dit, oh, tu peux faire plus court. Je dis, mais non, vous n'avez pas compris, moi j'ai plein de trucs à apprendre. J'ai toujours un truc à apprendre. Puis, de toute façon, l'avion n'était pas désirable, les missions étaient sympas, tu volais pas mal. J'ai volé pas mal. Donc là, l'entraînement se passe bien, j'ai ma qualification. Et ça, c'est l'avion qui est attribué à Santa Rosa. Et moi, la première attribution, ça a été Ronorville, donc le 96, tout au nord,
C'était le Nord. C'était le Nord. Alors, il y a un fonctionnement particulier au CalFire, c'est que tu es titulaire de ton avion. En fait, là, j'ai pas mis celui-là Ouais. par hasard, c'est le Ouais. tien. Ouais. Voilà, c'est ton avion, c'est celui sur lequel, tous les étés, tu vas voler, parce que tu es le pilote titulaire du 85. Ouais. Ça s'explique comment? Comment ça s'organise, ça? Comment vous fonctionnez au quotidien? Alors, en fait, c'est un truc très bizarre parce que moi, je bosse pour le CalFire, mais je ne suis pas employé par le CalFire, je suis employé par on est un petit groupe de pilotes. Et on est employé par une société comme la Sabena, qui fait la maintenance des avions. Et imaginons que la Sabena ait aussi des pilotes à proposer. C'est-à-dire que, en fait, c'est un opérateur, mais alors qui prend en compte non seulement la maintenance, mais aussi Tout à l'opérationnel. fait. Et donc, nous, on fait partie du côté opérationnel. Les avions appartiennent à l'État, mais à fait. l'État n'a pas les compétences pour les exploiter, donc il est confié à une société qui, normalement, sait faire. Alors, donc, c'est le même groupe de pilotes. Donc, en fait, on est 80, aujourd'hui, on est 80 pilotes. 90 pilotes. Entre les trackers, les Broncos et les C-130 Qui arrive. qui arrivent. Si on a le temps. Voilà. Et en fait, on a une liste d'ancienneté. Moi, on remonte sur la liste. Et puis, quand ton nom est appelé, Et donc, comme les avions sont sur des bases où il y en a 2, ouais, bon, bah, donc, si tu t'installes, si on t'affecte à Santa Rosa, c'est parce que tu vas prendre une habitation sur place. Alors, voilà, et c'est pour ça que tu restes à Santa ouais, tout Rosa à fait. et que finalement, tu voles toujours sur ton avion. Alors, ouais, parce que Les avions tournent pas. les avions ne tournent pas et finalement, ça devient ta base. Voilà, en gros, c'est ça. C'est un peu compliqué à expliquer, mais et puis Santa Rosa, c'est une région qui me plaît, C'est une région viticole. viticole, il y a du vin, il y a des très bons restaurants. Je suis pas très loin de San Francisco, qui est une ville étonnante. Je crois que j'y ai trouvé mon petit coin qui me plaît bien. Au début, tu es affecté. Alors attends, tu as volé à Chico. Chico, sur le Bronco 210. Voilà, et alors, c'est. Et après, Santa Rosa, c'est le Bronco 140. Voilà. Et après, donc une fois qualifié, j'ai été à Ronerville sur le 96. Voilà. Et après le 96, par ancienneté, tu as la vie, bah, je voudrais Santa Rosa. Voilà. En fait, il y a un des pilotes qui est parti à la retraite, celui qui pilotait le 85, un de mes anciens instructeurs, Jim Barnes. Ah oui, Jim, ok, d'accord. Donc lui, il est partant à la retraite, il laissait sa place, et donc moi, je n'ai plus Tu la dis, bah voilà, ok, par seniorité. Alors le 85, c'est ton avion, c'est un tracker. C'est pas un tracker, c'est pas un Firecat, c'est pas la même chose que Non. les avions français, ils sont légèrement différents, mais ça reste quand même un Grumman tracker. C'est quoi la place de cet avion dans ton histoire, sachant que tu avais que volé sur des machines un peu dingues comme ça, 727, Ouais. c'est quoi sa place dans ton imaginaire, le tracker? Ah ben, c'est un avion qui est très étonnant, parce que je dirais que tu pourrais presque tout faire avec sur les feux. C'est un avion robuste, on sent bien que c'est un avion de la marine, parce que c'est un avion robuste. Un avion fiable, un avion qui est... Alors, l'avantage de cet avion, cette version, le E ou le G, par rapport au A, c'est le fuselage est plus long. Et c'est un avion plus docile que le A. Alors, les petits rappels historiques, les Firecat français sont des S2A. Ouais. La Californie, au tournant des années 2000, avait des S2A, Ouais. les a mis au musée, revendus, tout ça, Fait. pour prendre des S2, S2G un peu plus récents, un peu plus gros, Ouais. remotorisés et mis en service. Ça, c'est un avion qui a une vingtaine d'années maintenant de service Ouais, au CalFire, tout à à fait. peu près. Ouais. Donc, ils sont sensiblement différents des avions qui ont été modifiés par Conner, notamment, moi, il y a 2 détails qui me paraissent hyper importants. Outre le fait qu'ils sont plus longs, qu'ils sont un petit peu plus dociles, qui n'ont pas les phénomènes de décrochage qu'on peut avoir sur les trackers, c'est que déjà, le remplissage se fait ici, à l'arrière, ce qui est hyper sécurisant pour les équipes qui ont besoin de bouger. Et l'autre point, c'est que vous rentrez par la porte. On rentre par la porte de côté, non pas pas par dessus. Ouais. Voilà. Et le troisième point important, c'est que c'est des garettes et pas des PT6. Donc c'est des turbines liées, non pas une turbine liée, qui est un tout petit peu plus. On a du répondant tout de suite. Voilà. Et la dernière chose, qui est extrêmement importante aussi, c'est que vous avez une soute constant flow, un peu sur le même principe que les RADs dont on va parler, qui fait donc 4200 litres, soit sensiblement plus que les trackers français qui faisaient 3500 litres.
Il emporte plus. C'est quoi la vitesse de croisière là-dessus quand vous partez sur un feu? 200 nœuds. 200 nœuds. Donc c'est pas un avion non plus hyper rapide, mais véloce quand même. Alors, c'est pas rapide, mais en fait, comme Campfire a divisé en unités différentes et réparti tactiquement tous ses avions, toute sa flotte, tout autour, comme tu as vu sur la photo, 200 nœuds, on arrive au bout de la zone en des minutes, 15 minutes max. Alors, chaque base a sa zone, Ça zone de réponse, quoi. voilà, sa zone de première réponse. Tu peux intervenir quand même dans la zone du voisin? Alors, si demande à l'aide, Ah oui, s'il demande à l'aide. s'il demande à l'aide, alors on est 2 trackers à Santa Rosa. Moi et un élève, je suis le premier à partir et à renforcer l'unité au nord ou au sud parce que le feu se développe un peu plus, etc. Par contre, ils laisseront toujours un avion d'attaque initiale sur la zone. Bon, le tracker, de ton point de vue, c'est un bon avion, Excellent. c'est même excellent. 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 Le fait que la Californie ait annoncé qu'ils allaient les garder encore 20 ou 30 ans, Bah, ils sont dans un état. L'avion que tu vois, le 85, il a 8000 heures de vol depuis sa modification. 8000 heures depuis sa modification, et est-ce que tu sais quelle carrière elle avait fait Alors, dans la Navy? bah écoute, je sais que. Quand il est modifié, remettre les potentiels à zéro, c'est ça, hein. Ouais. Donc l'antécédent, on prend en ligne de compte. Ouais, sauf l'âge. Donc là, c'est un avion des années 60. En fait, c'est des avions qui ont été construits à partir du milieu des années 60, et globalement, la production s'arrête début 70, un truc comme ça. Et en fait, les avions sont retirés du service à la fin de la guerre du Ouais, Vietnam, donc tout à ils ont fait. très peu d'heures de vol. Et quand on voit, et je sais pas si c'était une photo de la maintenance, c'est impressionnant. Et en fait, je reprends une question, pas de vie en cellule prise en compte. Bah si, c'est pris en compte. Alors, je sais pas, les potentiels par heure de vol est compté x2 pour les feux. En mission de feu, considérez qu'une heure de vol correspond à 2 heures de vie. Alors, en fait, en mission de traitement, c'est 2 heures x2 et en mission de feu, c'est x4. Donc, en fait, Donc là, 50 heures arrive plus vite, ouais, etc. tout à fait. Alors, sachant que sur chaque base, on a un mécano dédié, tous les matins, il fait l'après-vol. Le gars est sur base toute la journée. Et s'il y a un problème pendant qu'on fait des allers-retours, il le voit tout de suite, on en parle, etc. Qu'est-ce que regarde. Voilà. Un beau bureau, ça? Ah, bah, Donc vas-y, alors là, tu fais quoi là? alors là, GG 10x10 pour du dash. Il y a ta marge. Bon, donc là, on est à bord d'un tracker de Catfire, il est au décollage. Et Bob Forbes, qui est aussi légende. Là, c'est la poignée des gaz que plafond, parce que Ouais. sur les trackers, en fait, il y a un seul radar, il a fait pas mal de gaz. Le manche à plafond, ça pose un problème, quoi. Donc là, il mise des gaz, avec sa main gauche, Il fait de la friction. Il y il y a a la la manette de friction. Ouais. D'accord. Bloqué pour que la manette se balade pas. Quand il y a les hélices, ça appelle sens. Sur le décollage, visiblement, il est chargé. Ouais. Il fait chaud. Il fait chaud, il est chargé, donc on a beau avoir 5 watts de chaque côté, des fois c'est mémé. Et là, il dégage tout de suite, il attend pas la piste. Faut faire. Non, nous on est dans le pratique, monsieur. Ah, c'est quoi la molette? Ça, c'est le train. Ah, c'est le train, il vient de rentrer, c'est bon, d'accord. Ouais, tu Voilà, ça faire ça. Bon, et après, là, voilà, il passe l'eau autour du même bol. Bon, la GoPro, elle est bien placée. voilà. Tac. Ça vole du feu, il est sur le flanc. Un sur les gaz, et le volant. Et c'est Là. sur Switch. Et alors, là, là, du coup, il quitte les gaz, il prend le manche à deux mains. Ouais, bah, ouais. Ça. C'est pas arrivé. Et là, c'est les volets, c'est ça. Voilà. Ah, voilà, un petit cours accéléré, pilotage de tracker. Ça a l'air sympa comme bécane. Faudrait que j'essaye. C'est Ok. Alors, j'en ai une autre à peu près pareille. Mais ouais, parce que quand même, hein. alors autre
note sur le chat de Franck. Franck met un truc on voit bien à droite. Les vitres sont bombées. Ouais, parce que c'était un avion de patrouille maritime. Allez voir le sous-marin. On va aller voir le sous-marin. D'ailleurs, ça nous sert bien. Ah bah je pense que pour les feux de forêt, c'est pareil. Ah, c'est parfait. Alors, allez, une autre vidéo. Voilà, un peu le même genre, mais vous allez voir, il y a une petite nuance. C'est pas l'autre ce qui c'est. Ah, c'est Kiss. Donc là, maintenant, il y a l'iPad sur le côté, Ouais. pour la nave. Et puis, pareil. Alors, Bob attaquait le feu virage à droite, puis il attaque le feu virage à gauche, c'est Alors, une norme. Non, c'est pas une norme, c'est que 80% des largages, ce sera virage à gauche. Oui, parce que tu es à gauche. Ouais. Et largage à droite, ça demande un petit truc un peu supplémentaire. Vous volez avec un casque, pas de casquette. Ah oui, on vole avec un casque parce qu'en fait, de temps en temps, il y a des turbulences et t'as la tête qui remonte à gauche à droite. Ça serait bête de s'assommer. C'est ça. Donc, moi, j'ai un MSA. Un MSA galet, là, qui est très bien. En français, donc. Ah, vous n'avez pas un casque dédié, c'est ton Non. casque. C'est ton casque. C'est ton matos. Ouais. Alors, il te rembourse d'accord. un peu sur le coup, mais Donc là, il fait une petite approche tranquille PMR. Le truc, il a l'air de bien réagir. Je me remets mes manches pour être paisible. Et puis, bah, c'est un pilote de planeur avec son nez. ah oui. Ça n'a pas l'air de stresser. Tiens. C'est un peu dans le. Tu vois, voilà, on voit la vue. Et voilà, là, le largage. Ouais. Donc, on a vu les deux portes qui se sont ouvertes. Et là, il repart. C'est pas un conf. Ben, en fait, c'est ça Enfin, moi, c'est les feux que je préfère. C'est-à-dire que les feux de 1, 2, 3, 5 hectares, c'est ceux qui sont les plus intéressants. C'est ceux qu'on arrive à encercler et arrêter. Les feux de 1000, 2000, 5000 hectares, c'est OK, on fait ce qu'il faut, mais ça dure des jours, ça dure parfois ça dure des semaines. Bon, moi, je préfère arrêter un feu à 5 hectares, entrer, et Parce que sur les feux de 300 000 hectares où tu retournes tous les jours refaire un largage qui ne sert pas à grand-chose, si ça peut, mais ça devient l'attaque. C'est sans chier, c'est plus de l'intérêt. C'est plus d'urgence. Ouais, non, moi, j'aime ce côté attaque initiale et régler le problème tout de suite. Et après, on est prêt, hop, on se pose et on est prêt pour le prochain. Parce que moi, j'ai fait des feux, j'en ai fait une dizaine dans la journée. Oui, et tu as éteint 10 feux. Bah ouais. Et donc, à la fin de la journée, tu bois ta bière en disant on a bien fait le boulot. Voilà, et exactement. en plus, on boit une bière. Ouais. Bon, ça, c'est une démonstration qui avait été faite, je sais plus où, pour montrer que bah, ouais, les largages de tracker, bah, faut pas les faire trop bas. Faut pas les faire trop bas. Et quand l'avion arrive, barrez-vous. Quoi. Ouais. Parce que là, la voiture. Ben, là, on voit le. Alors, l'idéal du largage de retardant, c'est quand c'est le coup du canon. C'est la pluie. Le flux du canon. Ouais. C'est en fait quand le momentum de la masse s'arrête en l'air de façon à pleuvoir et non pas faire exactement comme la vidéo, impacter le sol. Oui, parce que là, tu creuses des tranchées, en fait. Ouais, j'ai déjà vu ça. Hein. Oui. Tu arrives trop bas, trop vite. Et là, si on fait ça sur un camion, ça peut faire mal au gars. Et voilà. Là, ça, c'est un DC-137 de Coulson dont on parlait tout à l'heure, d'ailleurs, avec 2 soutes. Hein, autour du... L'idée, c'est ça. Là, le retardant, il pleut. Voilà, il pleut et l'idée, c'est qu'il couvre toute la végétation et qu'il n'y ait pas de trou. Aujourd'hui, vous avez des appareils. Tiens. Ouais. Alors, 0624 2022 at 14:31 hours. Et en France, en France, il y a eu des expérimentations de ça depuis 2002. Malheureusement, ça s'est jamais imposé jusqu'à très récemment. Un clin d'œil à Cédric, un autre passionné. Cédric, d'ailleurs, je passe te voir. Donc là, ils ont pris un beach et une citation, je crois, qui mettent le pied au-dessus du feu, donc jamais en interférence avec nous. Et là, on voit le tracker qui remonte. Ah non, c'est lead plane? Non, c'est tracker. Et là, hop, il a fait son largage là où on lui a dit de le faire. Ouais. Bon, là, ah oui, on voit le feu chaud. Ah oui, on se rend compte que ça, c'est pas un feu actif, mais c'est très chaud. L'intérêt de la caméra infrarouge permet de voir ce qu'on voit pas. Permet de voir l'efficacité du largage. Vous êtes en équipe, vous avez un avion qui est formidable, et puis vous avez gens incroyables. Ah ouais, alors, c'est Walter. Parce qu'il y a Pat qui a compté pour
Toi, Ouais, il y a Bob Vallette, il y a Walter Aaron, ouais, Sarah. il y en a d'autres, Jim Barnes. J'en ai un paquet de ces vieux de la vieille qui sont des guides, des mentors, des gens qui m'ont en fait, qui m'ont appris, quoi. Bon, Walt nous a quittés il y a 10 ans. C'est quelqu'un qui a eu une carrière aéronautique, mais a tombé par terre. Hallucinante. Il a fait des trucs, on en Il y a même reparlera. des trucs qu'on peut pas en On parler. peut pas en parler. En disant il a fait des trucs avec la CIA, enfin bon, pendant la guerre du Vietnam. Il a fait des trucs au Vietnam, il a été dans l'air cavalerie. Ouais, ouais, Il a fait, quand on a dit t'es trop vieux pour te servir un pilote automatique, il a dit fume. et- Voilà. Bon, Walt, je sais qu'il est très important et pour avoir correspondu avec lui, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et Cyril, qui est peut-être encore là, l'a bien connu et l'idolâtre, et je le comprends. Les pilotes du Kaksire, vous avez des gars, c'est des ancêtres quand même. Lui, il a volé jusqu'à Alors, quel âge? ouais, il a volé, oui, oui, il était un peu âgé, mais C'est pas le record en plus. non. Mais ce qui se passe, c'est que ça, c'était toute une génération. Et maintenant, ils sont tous partis. Voilà. Donc, Bob Forbes, Valette, ils sont tous partis. Et donc, maintenant, ben, moi, je commence à faire partie. Oui, mais alors toi, Non, t'as pas encore 60 ans, t'as un quinquas en bonne santé. Ta retraite, tu sais quand est-ce que tu peux la prendre, il n'y a pas d'âge limite, quelque part. Comment ça se passe aujourd'hui? Ben, en fait, la retraite, c'est quand médicalement, tu passes pas le médical. Et puis, surtout, quand tu sens que ça use, ça use. Tu sens que... Moi, j'ai plusieurs fois la question, ils m'ont dit alors tu t'arrêtes quand? J'ai dit, moi je m'arrêterai le jour où ça m'amuse plus. Parce que tant que ça m'amuse, je joue. Voilà. J'ai un côté un peu joueur. J'aime pas perdre, mais j'ai un côté joueur. Les questions provocatrices de Franck May. Donc, si je résume, le C130 est une machine extraordinaire. Affirmatif. Le DC4 est formidable. Le Bronco est génial. Oui. Le Tracker est super. Il y a un avion que t'as pas aimé? C'est une bonne question, ça. En fait, ils ont tous des qualités. Non, en fait, non. Après, les Falcon et les Citations, c'est pareil, ils ont d'autres qualités. Mais en fait, pour un pilote, être dans un avion, c'est un rêve. C'est juste une nouvelle maison. Alors, moi, j'en connais un. Parce que je sais, de toute façon, tous les pilotes te disent l'avion que je pilote, c'est le meilleur du monde. Ça, c'est systématique, forcément. Mais il y a un jour, il y a un gars qui m'a dit ah non, l'avion que je pilote, c'est merde. Il était sur métro, Swaringen métro. Ouais. Il m'a dit non, c'est merde. C'est le seul cas que j'ai, alors qu'il y a des gens qui volent sur des avions qui font pas rêver, mais Ouais, je te dirais que le truc du pilote, c'est aussi apprendre à aimer son avion qui a plein de défauts. alors, justement, c'est quoi les défauts du Tracker? Moi, j'aimerais qu'il aille plus vite, j'aimerais qu'il emmène plus, j'aimerais. Ouais, ça. Ah bah oui. C'est des défauts qui opérationnellement coûtent, Ouais. mais c'est pas des défauts graves. T'as des avions qui sont dangereux, ils décrochent salement. Non, mais alors ça c'est l'avantage de ce tracker-là par rapport au modèle A, c'est que lui, il est docile et en fait, tu crains pas de décrocher. Voilà, par Donc il est sûr, il est sûr, il est fiable, il est sain. il vieillit bien. Il vieillit bien, il est sain. Quand t'es dedans, tu te dis bon, Ouais, puis t'as de belles bulles, et puis des commandes au plafond. Bon, la photo de Walt, c'était un clin d'œil parce que je sais que c'est quelqu'un qui est très très important pour toi, et puis que quand on a commencé la newsletter, quand même. c'est un de ceux qui nous a aidé un peu. Ah ouais, donc moi j'ai pas eu la chance de le croiser, ça s'est joué à quelques mois, mais je garde les mails que j'ai échangés avec lui. Ouais, c'est quelqu'un de. Puis il a une carrière extraordinaire. Moi, je me suis un peu intéressé à sa carrière. Ah ouais, il y a toi des trucs. Tu voles sur Tracker depuis combien de temps? 2009. Donc 2009-2024, 15 ans. Ouais. Tu as 15 ans de Tracker dans les pattes, l'avion te plaît toujours, et puis finalement tu as évolué. Aujourd'hui, tu es instructeur Tracker. Alors, C'est pour ça que tu es assis à droite. Ouais, hein. je suis assis à droite. Alors, Avec l'air aimable aussi. ouais. Courir vite, il va falloir comme. Bon, Ben, en fait, On déconne, là. ouais. Alors, c'est ce que j'ai mis quand tu as mis la photo. Le respect de ce métier veut que tu sois exigeant, et en fait, c'est ce que je dis à mes élèves. Donc, moi, en gros, tous les ans, on a 5 élèves qui passent un mois avec moi, et on a 6-7 instructeurs, et ils font le tour de tous les instructeurs. Donc, on est tous différents. On a une façon de faire, on va dire, commune. En gros, on a des procédures les mêmes, mais on a une façon d'approcher les feux
Et en fait, ce que cherchent les élèves, c'est à apprendre un peu de chacun. C'est ce qu'on leur dit. Ce sera pas standard, parce que ce métier ne peut pas être standard, selon moi. Et comme chaque instructeur a un passé, Tout à toi fait. par exemple, tu es passé par l'US Forest Service, tu as des gens qui sont passés par l'Air Force, tout ça, il y a C'est pas une question acculturation. c'est une question de, ouais, c'est une question d'aborder tactiquement le feu et surtout d'aborder le vol. C'est-à-dire que moi, je demande à mes élèves, je leur dis d'être exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est-à-dire ne jamais donner d'excuses. L'excuse, T'en veux pas. j'en veux pas. Soit tu peux voler, soit tu peux pas. C'est simple. Et après, d'être le plus précis possible dans tout ce que tu fais. Et c'est ça l'exigence. Quand tu dis largage 125 nœuds, 120 nœuds, 125, 125, c'est acceptable. c'est quoi? Tu acceptes quoi? 120 nœuds, donc tu vis 120 nœuds, mais tu largages 125, c'est pas un problème? Ben, si tu as dit 125, c'est accepté. Si tu dis 120, c'est 120. Ok, donc je te dis, ouais, je vais larguer aux alentours de 120, Ah non, je il y te a fais pas un aux 122. alentours. Ah non, il y a pas Non, aux c'est pas alentours. aux alentours, d'accord? Non, c'est ça le truc. C'est de chercher la précision. Et de jamais être content avec sa performance. Parce qu'en fait, si tu commences à être content, alors c'est le début de la fin. En fait, d'être très critique et dur avec soi-même. C'est ça la solution. Donc, tu exiges de ton élève qui te dise, bon, bah là, je vais me faire un petit largage à 125. Ok, je 125. note. 125. Ok, et je lui demande de me coacher en me disant, ok, enfin de me coacher, de me briefer en me disant, dis-moi la porte de sortie, parce que c'est l'essentiel. La porte de sortie, le vent, le début de largage, en fait, il me briefe. Je te dis, je vais faire ça. Voilà mon projet. Mon projet. Et à la fin, donc ok, je laisse éventuellement, je lui montre un peu s'il a besoin de le faire. Et à la fin, une fois qu'il a fini son largage, etc., on critique. Alors là, t'aurais dû tourner plus vite, t'aurais tourné plus serré, t'aurais dû attendre avant de descendre, etc., etc. Là, par exemple, tu es avec le pilote, là, c'est ton élève, vous êtes sur cette mission-là, tu es à côté de lui, tu es à droite, il te dit, je largue à 120 nœuds, Ouais. j'ai pris en compte le fait qu'il y avait des éoliennes, Ouais. et si te le dit pas, tu vas lui mettre une grande bourre derrière la tête. Non, mais je veux dire, ok, c'est quoi donc le vent, les obstacles, l'altitude, le trafic. Bon, ce sera nous, il n'y a personne d'autre. Et le terrain. Le terrain, ok, la porte de sortie d'évidence, c'est dans la foulée, etc. Ok, tu me briefes. Il faut que c'est briefé. La vitesse. Après, le timing est un truc très difficile. Mais certains, ils l'ont tout de suite. Ok. Donc, comment apprendre aux gens à savoir quand larguer? Parce que tu comprends que tu commences à larguer là, de façon à ce que Tout à fait. le largage se termine dans le rouge du Tout à précédent. fait. Alors, Pour pas faire de trou. ben voilà, donc tu regardes devant, tu dis est-ce que ça va le faire, etc. Donc tout ça, Comment tu estimes le vent, justement, quand tu es dans ton avion? comment tu l'estimes en regardant t'as différents trucs. Voilà, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais en gros, tout ça, il faut être conscient de tout ce qui se passe tout le temps. La conscience de situation est à son maximum. Tu peux faire ça que quand tu es rigoureux et quand tu es très calme. Donc il faut être zen. Donc en fait, l'image d'Épinal ou la caricature du pilote feu de forêt suicidaire, tête brûlée, non, Ben non. non, impossible, il Non. survit pas. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, il peut Il survivre. fera une mission. Voilà, de largage, mais le troisième, il ne sait pas où il est. Donc non, l'idée c'est ça, c'est le contraire. C'est d'être hyper calme, hyper zen. Moi, j'encourage les mecs à faire même de la méditation en dehors des vols et de respirer, de faire partie du paysage, de comprendre ce qui est autour de toi, mais pas juste comme ça. Tout. Et tout compte. Une voix qui change de ton. Tu radio sens qui que marche, le pompier, le ton change, du coup, il y a de l'urgence qui est différente. Ouais, tu Du coup, sens, là, elle est plus cool, donc ouais. c'est pas, on s'énerve pas. Oui, tout à fait. Vous faites des largages de sécurité aussi, hein, quand c'est besoin de sauver des mecs, c'est ça? Ça m'est arrivé plusieurs fois de larguer Tu t'es fait peur sur la mission. Joker. Vraiment? Je vais pas en parler. D'accord. Mais oui, je me suis fait peur parce que justement, j'étais pas conscient de la situation et en fait, j'étais débordé par la situation. Et du coup, tu es en rattrapage et en fait, tu t'en sors et tu te dis, mais je maîtrisais pas. D'accord. Voilà. Et bon, ça n'a pas eu de conséquences. Non, mais j'en ai appris. J'ai appris énormément de ces erreurs-là. Et c'est ce que j'enseigne à ces élèves en disant, OK, ne faites pas comme moi.
voyez les pièges et sentez les choses. Il y a un côté ressenti, il y a un côté C'est pas technique, vous n'avez pas de collimateur, c'est la sensation. la sensation, à l'intuition, il y a plein de choses. Et alors, en disant ça, il y a plein de gens qui ont oh, ben, pas du tout, c'est très mécanique. Ben, moi, perso, mon côté instructeur, c'est pas ça. C'est un côté Sensation. utiliser la force, quoi. Apprenez de nos erreurs, vous n'aurez pas le temps de toutes les faire. Ça, c'est effectivement un axiome aéronautique de base. Après, la philosophie, la manière dont les pilotes sont formés et évoluent est différente. Toi, tu t'es retrouvé commandant de bord, tu n'es même pas trentenaire, alors que quelqu'un à la sécurité civile ne peut pas espérer être commandant de bord avant la quarantaine, hein, de toute façon. Tu sais, Ouais. c'est différent. Et en fait, si on en parlait, c'est des systèmes différents. Ben voilà, moi, j'ai fait une carrière dans un autre pays avec un autre système. Voilà, c'est tout. Alors, préalable indispensable quand même, tu as pu faire carrière aux États-Unis parce que tu avais. Comment ça se passe? Parce qu'en fait, tu es français, Ouais. tous tes papiers sont Mais français. j'avais une carte de travail, j'avais un visa de travail Que tu avais eu pour autre chose pour, que j'avais demandé. Ah oui, tu avais eu ton visa de travail. Et puis après, voilà, donc après, j'ai demandé la nationalité. Donc, alors, je suis national. D'accord, ok, tu as le passeport. Ouais, deux passeports. En fait, c'est la vie qui m'a emmené là-bas. Voler aux États-Unis, j'encourage tous les pilotes qui un jour peuvent le faire, voir que c'est un pays où l'aviation c'est quand même quelque chose. Oui, on peut faire des trucs. Ah ouais, Ça va être. Mais ça, oui. Bah écoute, avec des gens décontractés, des gens qui aiment voler, des gens qui. Les États-Unis, ça m'a. Au niveau aviation, c'est quand même autre chose. pour avoir survolé Los Angeles à 3000 pieds dans un Cessna 177, j'avais survolé l'Axe. Los Angeles International à 7000 pieds et avec l'autorisation du contrôleur, tu te dis, tu fais ça à Paris, t'as la chasse qui te tombe dessus, quoi. Moi, j'ai arrêté l'aéroport de San Francisco avec moi. Oui, ah oui, c'est vrai. Ah oui, et t'as volé le 11 septembre aussi. Ouais, j'ai volé en septembre et ben, en fait, il y avait un feu qui était pas loin de nautique de la tour de l'aéroport de San Francisco International. Et donc là, j'étais avec mon tracker et je dis bah il y en a un feu, hein, j'appelle la tour. Et donc j'étais en et il dit bah vous voulez faire quoi? Je dis bah je sais pas, mais là il y a le feu, donc je vais aller larguer, donc c'est à vous de me dire ce que vous voulez. Mais vous savez quoi? On va arrêter l'aéroport. Et hop, il met sur la fréquence, l'aéroport de San Francisco est en stand-by, Le temps que tu fasses le ton temps petit qu'il a largage. machin. Donc j'ai fait mon largage, je vous promets, je vais aller au plus vite. Ouais, ça fait partie du deal aussi. Ouais, donc je largue, je dis bon, je reviens dans une demi-heure. Ok, donc ok, ben, l'aéroport est ouvert. Je suis revenu une fois, deux fois, et puis ça a été arrêté. Voilà. Donc, Ouais, c'est tu peux faire étonnant. des trucs. Et tu volais le 11 septembre. Alors, le 11 septembre, j'étais donc 2001, j'étais sur C-130 et on était à Stockton, Californie. Le matin, on se lève et là, on voit, comme tout le monde, Oui, parce que moi j'étais dans le lobby de l'hôtel et je vois l'avion qui explose le premier, puis le deuxième. On va à la base et alors là, j'ai vu un pays se fermer comme une huître. Des chasseurs sillonnaient le ciel. Bon, et nous, les flics arrivent et vérifient vous êtes quel équipage, quel avion, machin. Bon, ça va, ça va, ça va. Bon, prête. Et puis on avait un feu à 50 nautiques. Donc on part sur le feu. Et on a volé toute la journée et on a fait partie des 45, 49 avions à voler sur tous les États-Unis. tu fais partie des rares pilotes qui, sur leur carnet de vol, il y a marqué 11 septembre Ouais. 2001. Ouais. Et, Tout à fait. ouais. Et surtout l'ambiance. Puis le 12 aussi, parce que Ah ouais, mais ça nous a pas arrêté, mais enfin, l'ambiance, il y avait personne. ah oui, pour avoir les fréquences, pour passer les zones, C'était bizarre. C'était Ouais. bizarre. Ouais, l'ambiance était très bizarre. Ouais, mais ça fait partie de l'expérience. C'est pas un pilote d'urgence, etc. Écoute, merci d'être passé. Merci de passer 2 heures d'interview. On a fait qu'effleurer le sujet. Donc, il faudra que tu reviennes. Si tu as un message là, en conclusion à faire passer à quelqu'un qui rêve de devenir pilote de bombardier d'eau, que ce soit en France ou aux États-Unis, peu importe, tu as un message à lui faire passer. Le message, il est d'ailleurs bombardier d'eau ou autre chose, mais pilote, en fait, c'est de jamais penser que son rêve est impossible. Là, je me retourne, je regarde ma carrière et au début, Ah, ouais. c'était pas gagné. Non. Mais j'ai jamais lâché le morceau. J'ai toujours cru. Et voilà. En fait,
faut y croire. Faut se lancer, faut y croire. Et puis, bah, il y a des moments où c'est raide. Ah, les moments, c'est raide. Il y a des moments où on prend des coups derrière la tête. Ouais. Et mais il faut continuer. C'est-à-dire qu'il faut croire en soi, égoïste, mais dans le sens où on se dit qu'on a quelque chose à faire, on a quelque chose à faire sur cette petite planète et quelque chose de bien, et quelque chose dont il faut être fier après. Et je pense que c'est pas évident, mais que ce soit le sport ou que ce soit n'importe quelle passion, en fait, c'est aussi une école de la volonté. Et moi, après, en étant instructeur, c'est une école de la rigueur, de l'exigence pour les suivants, ceux que je forme. Je leur dis, mais on ne peut pas se laisser aller. C'est un métier, on peut pas se... Trop bas pour te laisser aller. Ouais, mais parfois, il y a des largages. Par exemple, là, ça me semble être un largage relativement facile. En fait, il n'y en a pas de largage facile. À partir du moment où on commence à se relâcher, c'est le début de la fin. Et en fait, il y a un côté très art martial. Donc, l'apprentissage, judo, karaté, autres, c'est les ceintures, etc. Il y a un côté comme ça. On apprend et quand on se des ceintures noires, sans tenter que je suis, On est zen. et en fait, on s'aperçoit que le chemin, mais c'est que le début. Ouais. C'est-à-dire que là, on est loin des grands maîtres. Juste un parcours, voilà, savoir être. Je suis pas trop. J'aime la discrétion, mais surtout, j'aime la vérité. Donc, j'aime des gens vrais, j'aime des gens qui sont ce qu'ils sont et qui se mentent pas. Voilà. Mentir à soi-même, ça marche pas. Jérôme, tu repars aux États-Unis donc dimanche, Dimanche. c'est ça? Tu es à Santa Rosa lundi. Lundi, je travaille et Tu reviens donc en novembre, tu vas faire la saison. Alors, on n'a pas eu le temps d'expliquer quel était votre rythme de travail, on n'a pas eu le temps d'expliquer plein de trucs. J'ai pas eu le temps de te montrer des photos d'A400M ou de Boeing 747. Bon, on fixe rendez-vous en novembre quand Avec tu rentres plaisir. et tu rentres, tu passes le coup de fil, tu viens t'installer sur le canapé Allez, et ça puis on refait une petite émission, on fera le... Voilà, et puis tu me tiens au courant pendant la saison comme tu fais d'habitude pour me dire comment ça se passe. Franchement, Jérôme, ouais, voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de t'avoir sur le jump site, sur le lâcher solo. Bah ouais, c'est conforme à ce que j'attendais, à ce que j'espérais. Merci beaucoup à toi d'être venu. Merci. Bravo. Et puis à tous sur le chat, merci d'avoir suivi. Et bon, merci à tous. En tout cas, pour moi, j'ai encore pris une bonne leçon et c'était un moment très agréable en plus. Merci à toi, Jérôme. Bonne saison. On se revoit donc en novembre ici et puis on continuera à discuter de tout ça parce que franchement, moi, j'arrive pas à m'en lasser. À bientôt.